Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce direct live hebdomadaire sur DoraBox en direct de Jérusalem. Et comme chaque semaine avec un invité, et cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir le Rav Bitton. Bonjour Rav. Enchanté, Shalom Aleichem. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on explique de nouveau à nos nouveaux auditeurs le principe de ce direct. Il est très simple. Un Rav est là pour vous répondre pendant 1h30 à toutes vos questions sur un sujet bien précis. Alors cette semaine, nous avons décidé de traiter un sujet qui est encore une fois tant demandé et qui apparemment nécessite d'étoffer et d'aider et d'accompagner les personnes qui aujourd'hui sont à la recherche de réponses et qui véritablement souffrent de cela. On assiste à un vrai problème, un vrai fléau de shalom bayit, donc de paix conjugale, d'harmonie dans le couple. Rav Bitton, vous-même, vous êtes thérapeute du couple, vous avez été formé par l'Institut Yanar, qui est animé par le célèbre le Rav Simcha Cohen, et donc vous consultez aussi et vous aidez les couples à pouvoir s'en sortir et trouver justement une issue à des problèmes dans leur quotidien. Alors, Rav, je vais vous poser quelques questions pour introduire ce direct. Une question simple, est-ce qu'il y a un remède au shalom bayit? Est-ce qu'il y a une voie à suivre? Ou tout simplement, est-ce qu'on peut vivre à deux en vivant heureux? On peut vivre à deux vivre heureux, oui, absolument. Il y a une remède, il y a une voie, il y a tout ce que vous venez de dire ici est complètement exact. Il y a une remède, il y a une voie, il y a une recherche, il y a tout ce qu'il faut. Il faut commencer par poser une règle d'abord. Et ça, c'est une règle qu'on a eu le temps d'explorer à Yanar. Donc l'Institut Yanar, c'est les initiales de Yoatse Nisuim Rabbanim, conseiller conjugaux rabbiniques. C'est un institut qui a été fondé par des gens notamment des avocats qui étaient spécialisés dans les divorces au départ. Alors un jour, ils se sont dit que l'énergie qu'ils mettaient à gérer les divorces, ils auraient pu le mettre à essayer d'empêcher les divorces. Et c'est comme ça que Rav Simcha Cohen a été mêlé à cette histoire. Et puis, depuis, ce sont des dizaines de gens qui ont été formés. Alors, qu'est-ce qu'on explore dans cet institut? Et ça, je pense que c'est la première réponse qu'on pose à votre question. D'abord, on a l'habitude de traiter la psychologie comme étant une chorma, une sagesse. Et on dit finalement, on peut s'adresser à des psychologues non religieux ou des psychologues non juifs parfois, parce que finalement la psychologie c'est une sagesse, c'est une manière de comprendre un petit peu les méandres du psychisme humain. Tandis que le Rav c'est plus du domaine du religieux après. Voilà. Alors là il y a une première erreur, et c'est une première chose d'abord qu'on peut corriger. Si au terme de 7h30 on a corrigé cette erreur, on aura gagné quelque chose. La psychologie dans toutes ses formes n'est pas une chorma, c'est pas une sagesse, c'est une religion. Pourquoi? Parce que c'est une vision de l'homme. Et cette vision qui a été forgée dans l'époque moderne par Freud et par tous ceux qui l'ont suivi, pense que l'homme finalement est un singe amélioré, et que finalement on peut tester ses réactivités à partir d'expériences qui sont faites sur les animaux, et puis finalement la structure de la psyché humaine, de l'âme humaine et du psychisme humain, ben finalement c'est une structure qui tient sur une série de faits qui sont des faits dont l'homme en quelque sorte est un petit peu entre guillemets victime, c'est qu'il est pris un petit peu par tout ça. Alors c'est pas du tout la vision de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle il faut d'abord comprendre que la psychologie est une Torah, entre guillemets. Et nous, on a une Torah. Et dans notre Torah, on a une Torah Tanefesh. Dans la Torah, on a 3 niveaux de lecture de la Torah, entre autres. Il y a les relations avec Hachem, il y a la relation à l'autre, mais il y a Ben Adam Le'atzmo. C'est-à-dire la relation de l'homme avec lui-même. Tout ce qui touche à ses midot et à la constitution de son psychisme et de son âme. J'ai ici les Shmoné Prakim du Rambam. Le traité des 8 chapitres du Rambam, c'est l'introduction de Maïmonide sur les Pirkei Avot. Pirkei Avot, Rav Wolbe avait l'habitude de dire que c'est finalement le livre qui parle de la 3e partie de la Torah, Ben Adam Le'atzmo, l'homme vis-à-vis de lui-même, ses midot, ses traits de caractère, ce qu'il est, ce qui le constitue. Ce qui est presque l'essentiel dans le travail d'un juif. Fondamental. C'est pour ça qu'avant de recevoir la Torah, pendant cette semaine, on se scrute. Et là vient la première différence qui est tout à fait fondamentale, c'est que on a des bases, nous. On a toute une Torah Tanefesh. Après les Shmoné Prakim du Rambam, les 8 chapitres du Rambam, donc l'introduction sur Pirkei Avot, on a le Mesilat Yesharim, on a Sha'arei Teshuvah, qui sont venus à cette époque-là. Puis après, beaucoup plus tard, on a tous les Sfarim de la Chassidut, tous les Sfarim du Moussar qui sont arrivés plus tard. On a une Torah Tanefesh, on a ce qu'on appellerait en français universitaire des bases théoriques. On a tout ce qu'il faut au niveau des bases théoriques pour comprendre la constitution de la psyché humaine et comprendre comment ça fonctionne. Alors, où ça intervient la psychologie? Ça intervient parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des centaines de manières de pratiquer un tipoul, de pratiquer une thérapie. Alors, une thérapie, c'est jamais complètement neutre, évidemment.
il y a toujours un outil théorique derrière. Mais on peut dire qu'on a beaucoup de recul aujourd'hui. On a suffisamment de recul aujourd'hui, en tout cas, pour dire qu'il y a beaucoup de techniques thérapeutiques qui sont des techniques très intéressantes et qu'on peut utiliser dans le tipoul et dans la thérapie. Mais la base théorique à partir de laquelle on part, c'est la Torah Tanefesh, la nôtre, de nos livres. Et ça marche, cette thérapie marche? C'est-à-dire qu'elle permet de soigner, de régler des problèmes de couple? Alors, là, ici vient le temps d'expliquer ce que c'est finalement une thérapie. Finalement, c'est pas nous qui soignons, c'est les gens qui se soignent. Parce que les gens viennent avec une demande, ils viennent avec une plainte, ils viennent avec un espoir, et finalement, ce sont eux qui se soignent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le thérapeute? Le thérapeute, c'est quelqu'un qui doit écouter. Et alors, très justement, Rav Simcha Kohen le disait, on ne peut pas écouter si on n'a pas appris à s'écouter soi-même. Il va essayer de détecter dans les discours, dans tout ce qui est dit, dans les anfractuosités du discours, tout ce que finalement les gens ne voient pas. Parce qu'évidemment, ils sont beaucoup trop proches de leur douleur. Adam Karov, etc. Et puis, dans un troisième temps, il va essayer de restituer une image très dynamique. Parce que le thérapeute, ici, n'est pas, je suis désolé de le dire, il faut le dire, hein, c'est pas un arbitre, d'accord? C'est pas un arbitre, on n'est pas sur un ring, on vient pas... Moi, les gens, parfois, viennent me voir, je dis, écoutez, je sais que vous savez vous disputer, ne faites pas ça ici. D'accord? Je vous fais confiance, et ici, on va essayer de faire autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui va restituer une image dynamique de ce qu'il a entendu, qui va petit à petit guider le mari et la femme vers une issue. Donc ça, c'est ça son travail. Et finalement, de cette manière-là, avec l'aide d'Hachem, sans qu'il rien n'est possible, eh ben, il va peut-être obtenir en quelques mois ce qu'il aurait fallu quelques années de désordre et de bagarre pour arriver à faire. Et puis, il y a un troisième point, c'est que il va intervenir, le thérapeute intervient aussi de manière séparée, c'est-à-dire parfois sur le monsieur ou parfois sur la madame. Et donc, il va organiser des séances, des rencontres séparées, où là, il va plus spécifiquement travailler avec le monsieur et plus spécifiquement travailler avec la madame. Parfois, effectivement, il y a besoin, dans mon cas par exemple, si je dois travailler sur certains sujets avec une madame, de la mettre en contact avec une madame, thérapeute également, qui va intervenir aussi dans la thérapie. Mais il faut bien comprendre que ce qu'on cherche à faire ici, ce n'est pas à soigner, mais c'est à aider les gens à se découvrir eux-mêmes capables d'affronter leurs défis. Alors, quelle est l'ampleur de ce fléau aujourd'hui? Vous connaissez des couples, vous voyez, vous avez un recul de par votre expérience et ce que vous et les personnes qui viennent vous rencontrer. Si vous pouvez nous donner une vision un peu globale de l'état des lieux des couples juifs aujourd'hui dans le monde. Je vais vous parler de ce qui se passe déjà en Israël. Le sujet de ma thèse à Yana, c'est l'influence de la Aliyah sur les couples francophones qui font leur Aliyah. À ce sujet-là, dans certaines villes, dans certains endroits, on peut parler de catastrophe. C'est à tel point aujourd'hui que c'est devenu une véritable chéla, c'est une vraie question aujourd'hui qu'il faut poser à Rav, est-ce qu'on peut réellement permettre à certains couples de faire leur Aliyah, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de difficultés qui s'additionnent quand les gens viennent s'installer ici, et que c'est pas... L'Aliyah, les gens fondent sur l'Aliyah les mêmes espoirs que sur l'enfant. L'enfant va les réunir, l'Aliyah aussi. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut déjà être solide avant de pouvoir faire le pas. Il y a une certaine solidité qu'il faut avoir, ça c'est absolument incontestable, et notamment les couples qui sont dans lesquels le mari est sur l'Aliyah Bouygues. Bon, ça c'est... Je peux dire ici en Israël, dans l'Aliyah, d'une certaine manière, on est quand même, dans certaines villes, dans certains endroits, on est quand même dans la catastrophe. En France, c'est une autre difficulté, parce que en France, on se marie 3 fois moins, on divorce 2 fois plus vite. Le divorce est une option aujourd'hui. Même dans nos milieux, à nous, les milieux Haridim, les milieux Bnei Torah, où il y avait un divorce dans les 5 premières années de mariage, il y en avait un tous les 50 ans, et on en parlait pendant 100 ans au village. Aujourd'hui, par exemple, au Bet Din à Jérusalem, il y a eu l'année où on était, la première année, c'était en 2013, il y a eu, le Bet Din avait un dossier pratiquement toutes les 2 semaines, dans des jeunes couples. Donc ça veut dire que le monde orthodoxe est aussi ou autant touché que le monde moins religieux? Beaucoup moins. Il est beaucoup moins touché parce qu'il y a toute une série d'organismes et de gens qui sont là, qui peuvent tendre la main. Donc ça veut dire, je dirais même aujourd'hui, on souffre peut-être d'une pléthore de psychologisme dans notre monde. Mais enfin bon, il y a quand même un problème. Dans des proportions moindres. Mais c'est dans des proportions qui sont alarmantes quand même, parce que c'est des choses qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Et dans tous les autres secteurs de la population juive, effectivement, il y a un pourcentage énorme de divorces. On parle d'à peu près 60% de divorces par classe d'âge. C'est-à-dire que là, on est dans la saison des mariages. On arrivera statistiquement à un risque d'environ 60% de divorces, parce que c'est la statistique à peu près du consistoire. Alors, quelles sont les causes de ces divorces? Quels sont les facteurs qui amènent les couples à divorcer aujourd'hui plus qu'hier? On va dire qu'il y a 2 mots qui sont aujourd'hui devenus des gros mots, pour tout le monde. C'est l'engagement et la patience. Parce que finalement, quand on s'engage, quand on se marie, oui, j'ai fait le lapsus, quand on se marie, on s'engage. Se marier, c'est s'engager.
Et ça, on l'explique, nous, au Khatanim et au Kalot, on le dit. Et on insiste beaucoup sur ce point-là. C'est ce qui fait qu'effectivement, le phénomène est limité dans les diverses formes de religiosité, on va dire, d'accord. C'est le phénomène limité parce que les gens ont plus conscience, je pense, dans le milieu, que le mariage est un engagement. Mais c'est quand même une idée qui reste à expliquer. Et ça, c'est donc le premier point. Deuxième point, c'est le corollaire, c'est la conséquence. C'est que s'engager, c'est aussi faire preuve de patience. Ben, la patience, elle se situe où? Les gens ont tous une géométrie variable de la patience. Et la patience, ils la placent à un certain niveau. Alors que finalement, la patience nécessaire pour construire un couple, c'est la patience d'une vie. Parce que finalement, tant qu'on n'a pas vécu une tranche de vie, on ne découvre pas réellement la réactivité de l'autre. Et donc, il nous faut du temps pour comprendre comment l'autre fonctionne. Donc, en plus de ça, le psychisme de l'individu, c'est pas un ordinateur. Il n'y a pas de décision linéaire. On prend une décision, on se comporte d'une certaine manière et on avance. Il faut du temps pour que le nefesh bouge, pour que l'individu prenne conscience, qu'il traduise dans les faits, qu'il avance et qu'il ancre cette prise de conscience. Il faut du temps. Donc il faut aussi beaucoup de patience, il faut aussi beaucoup de ce qu'on appelle l'imoutsout. Voilà, on va utiliser nos catégories à nous, qui sont des catégories fondamentales. Il faut du l'imoutsout, juger favorablement l'autre, lui laisser, ce que Rabbi dit d'après la ligne de crédit, laisser finalement à l'autre la possibilité de se tromper, de monter, de revenir. Ne pas le juger systématiquement à la moindre erreur. Alors on va dire ça, ce sont vu d'en haut, disons, les deux gros facteurs aujourd'hui qui peuvent expliquer la difficulté même à constituer un couple. Et quels sont les facteurs, on va dire, externes, c'est-à-dire, je pense, aujourd'hui à différents médias, Internet, Facebook, le téléphone, avec des copains, avec des copines, pour l'un, pour l'autre. J'imagine que ces facteurs externes viennent, bien évidemment, abîmer les relations de couple. Alors, nous on a des intervenants de Torah Box et des sites Internet, donc si vous voulez, on participe à cette utilisation d'Internet. D'accord? On utilise ce média et ce véhicule pour faire passer des messages. Alors, c'est vrai que, alors là, on est dans la jeune génération aujourd'hui, hein, disons, les gens qui sont 25-40. Chez les 25-40 aujourd'hui, c'est pas les gens comme moi j'appartiens à la préhistoire, j'ai un stylo. Vous avez 41. J'ai un stylo, excusez-moi, j'ai un stylo, c'est terrible. D'accord? Il y a des gens pour ceux-là, c'est une autre affaire. Parce qu'effectivement, ceux-là sont majoritairement branchés donc, sur Facebook et sur WhatsApp, qui sont des supports très chronophages. Il se passe plein de choses. L'individu, il est naturellement curieux. Et donc, ce sont des supports qui peuvent nourrir la curiosité des gens, parce qu'il s'y passe des milliers de choses. Et donc, c'est chronophage, et ça prend énormément de temps. Et là, on peut dire que d'une certaine manière, là où finalement les couples avaient un petit peu réussi à se protéger, de la télé par exemple, un petit peu se protéger d'Internet, on peut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation avec le téléphone aujourd'hui, qui est une situation effectivement de destruction, parce que celui-là, il est beaucoup plus fort que tout le monde. Il mange tout le monde, celui-là. Il mange tout le monde. C'est la raison pour laquelle, moi, en tout cas, personnellement, j'encourage vivement, même ceux qui ont besoin de travailler sur Internet, à se débarrasser de ce genre de téléphone, plutôt prendre des téléphones préhistoriques simples, et puis travailler sur Internet en fonction des besoins. Se conférer à la conférence de Jérémy Bérébid il y a quelques semaines. Hein. Absolument, absolument. Je vois pas d'autre solution qu'à un moment donné, prendre le temps, prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de couples, cette fois-ci religieux, évidemment chez les non-religieux, où là, c'est plutôt du côté féminin. Les femmes sont beaucoup sur Facebook. Et donc les maris se plaignent. Et il y a toute une série de conflits qui sont focalisés autour de Facebook. Pourquoi? Parce que sur Facebook, on va exhiber une partie de notre vie privée. Mais là, on va dire les maris sont mal fondés à réger parce qu'ils participent aussi un peu d'une certaine manière. Alors, il y a ici quelque chose de terrible qui est en train de se faire, parce que, si vous voulez, il y a des conflits, il y a des mésententes qui peuvent s'installer, mais quand on exhibe tout à l'extérieur, là, ici, on tombe sous le Haïnara, on est aussi sur, évidemment, qu'est-ce qui est l'herbe est plus verte chez le voisin, on est aussi sur... Mais les gens que vous rencontrez, ils ne voient pas le problème, ils sont aveuglés, c'est-à-dire qu'une femme qui va se photographier à la piscine avec son mari et ensuite diffuser la photo sur les réseaux sociaux, elle voit pas le problème, justement, de se faire voir et justement à causer des problèmes dans son couple par la suite, de s'exposer à des risques. Je pense qu'elle le voit. À ce point-là, les gens sont aveugles. Je pense que les gens voient le problème. Et ils le voient d'autant plus que j'ai été une fois dans une communauté, et il y a une madame qui vient me voir, même pas du tout religieuse, hein, un pantalon, chemise, comme ça, etc. Elle me dit, voilà, mon mari et moi, on s'est disputé parce que j'ai retiré le téléphone aux filles et je leur interdis Facebook. Alors, je dis, pourquoi vous avez fait ça? Pour les raisons qu'on vient de signaler. Ici, on parle de jeunes filles ici qui s'exhibaient, etc. Et moi, j'en ai assez. Bon, c'est assez surprenant comme démarche. Mais on appelle le mari dit, bon, je comprends pas, je vois pas trop, je vois quel est le problème et tout, etc. Je lui dis, votre fille, elle est en contact avec des milliers de gens par Facebook, donc elle peut parfaitement, je pense que vous êtes
quand même assez soucieux que vos filles se marient, par exemple, avec des juifs. Mais là, en l'occurrence, les contacts qu'elles ont, c'est avec un public non juif, avec des valeurs qui ne sont pas celles que vous véhiculez dans cette synagogue. On est dans une synagogue, il y a un petit Torah derrière nous. Vous n'êtes pas sur un autre terrain ici. Et bien sûr. Je dis, bon, ben voilà. Voilà un exemple, et j'en ai comme ça des dizaines, où des gens comprennent parfaitement le problème. Mais je crois qu'on est ici dans un syndrome qu'on va traiter dans quelques semaines, dans la paracha de la semaine, dans Balak. Là-bas, on parle de ce qui s'est passé lorsque les Bnei Israël se sont retrouvés exposés à la prostitution collective de Shittim. Et les Mefarshim, les commentateurs expliquent que le climat s'est progressivement cassé, délité. Pourquoi? Parce que là-bas, on s'était mis à acheter du lin. On achetait du lin. Le lin, on en avait besoin en Égypte. Tout le monde en avait besoin. Et au nom du besoin, tout le monde s'est retrouvé à acheter du lin chez les femmes de Moab et les femmes de Midian. Puis de là, on en est arrivé à rentrer dans le magasin, etc. Ensuite, à l'idolâtrie, la prostitution, etc. Mais les Mefarshim, les commentateurs disent, ils sont tous devenus Balkéri. Ils sont tous devenus impurs. Ils se sont tous laissés complètement emmener au nom du besoin. Ben, vous voyez ce qui est en train de s'arriver aujourd'hui, avec les téléphones, c'est ça. C'est qu'au nom du besoin, on est en train de devenir fou. Et moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut conseiller aujourd'hui à tout le monde, encore une fois, de revenir à des téléphones préhistoriques et d'utiliser Internet avec beaucoup de parcimonie, d'accord? Et en tout cas, ne pas se laisser emmener, en tout cas dans sa vie privée et donc pour la part privée de notre existence, par ces objets-là, parce que ces objets-là sont complètement destructeurs. Les gens vous répondront, ça va, on n'est pas des obsédés, on a un téléphone, je regarde mes mails, je discute avec ma famille, mes amis sur WhatsApp, etc. Ça va, faut pas être extrémiste. Oui, c'est vrai, mais ici, c'est pas le rabbin qui parle, c'est le thérapeute. C'est-à-dire que 100% des problèmes de communication que je rencontre, aujourd'hui, passent par la surutilisation de Facebook et de WhatsApp. C'est 100% des problèmes, et 100% des divorces, aujourd'hui, comportent cet élément-là, qui est un élément chronophage au départ, plus tard, on va dire criminogène, c'est-à-dire qu'il attire les gens vers autre chose, et plus tard, complètement destructeur. C'est 100% des divorces. Alors effectivement, il y a tous les autres qui ne divorcent pas, il y a tous les autres qui ont cette utilisation, on va dire, régulière de cet objet-là, mais ils ne peuvent pas nier non plus qu'ils s'exposent. Alors pour 10 000 qui s'exposent, il y en a 1000 qui partent dans le décor. Donc, moi, je peux vous dire ici, en tant que thérapeute, c'est 100% des divorces et des problèmes qui comportent cet ingrédient-là. D'accord. Bah, ça a le mérite d'être clair. On va passer désormais à cette partie qui va être la plus longue de ce direct, puisqu'il s'agit de vous donner la parole. Les questions que vous allez nous poser vont être répondues par le Rav Biton. Donc nous avons déjà reçu ces derniers jours pas mal de questions sur le sujet. Et Jonathan, c'est toi qui as la parole pour pouvoir nous donner la première question de ce rendez-vous. Alors la première question de Yoël. Est-ce que le fait d'être mévater, tolérant, on peut traduire comme ça, dans le couple, résout tous les conflits? Alors, tous les conflits, non. Mais ça résout, on va dire, un premier point d'achoppement. Il y a une première difficulté qui est résolue par ça. D'abord, derrière le vitour, ce qu'on appelle le vitour, c'est renoncer à une position, renoncer à tenir une position coûte que coûte, aller jusqu'au bout d'une position. Il y a un point qui est fondamental et qui va apparaître dans le couple, qui s'appelle la confiance instinctive. Ça veut dire que si moi j'ai un point de vue, et que l'autre a aussi un point de vue, mais que je découvre à ma grande stupéfaction que, bien qu'étant marocain, non je rigole, c'est-à-dire, bien, en tout cas, que l'autre est capable de renoncer à son point de vue, et qu'il est capable de me dire, écoute, je suis sûr que j'ai raison, mais j'ai envie de te faire plaisir, et j'ai envie d'aller avec toi. Je renonce, ok, très bien, je te suis. Je crée quelque chose qui s'appelle la confiance instinctive, c'est-à-dire que mon compagnon, ma compagnonne, mon Badou, conjoint, c'est quelqu'un qui est capable de m'écouter, qui est capable de me rentrer dans son existence et capable d'aller avec moi. Et il y a ici quelque chose qui se crée qui s'appelle la confiance instinctive. C'est quelque chose de diffus. Alors encore une fois, tout au long de cette émission, je voudrais être clair là-dessus, on ne va pas résoudre les conflits, on ne va pas résoudre les problèmes, on va donner quelques indications et quelques pistes, d'accord? Les questions seront toujours posées, je vous assez fréquemment sur ce ton un petit peu péremptoire, comme ça, on pose des questions de manière un peu définitive, on veut essayer de cerner les choses, et puis on veut des réponses qui aillent jusqu'au bout, qui soient claires. Il n'y a rien de linéaire, au sens où A entraîne B. C'est un peu le principe d'une thérapie, c'est propre à chacun. Voilà, il y a une évolution, il y a des choses à poser, d'accord? Il y a des choses à poser. Mais ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il y a d'abord une confiance instinctive, parce que tu es capable de m'écouter. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, dans les phases aiguës de conflit, là maintenant je vais aller à l'autre bout de la chaîne, dans des phases très 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 aiguës de conflit, par exemple, où est-ce qu'on part en vacances? On va dépenser de l'argent, ça engage une dépense de 4 000 € ou de 6 000 €, d'accord? Et il y en a un des deux qui décide d'être mévater.
C'est important les vacances. Les gens ils partent pendant les 3-4 semaines en vacances, c'est une partie du budget, d'accord? Et il y en a un des deux qui va décider d'être mévater. Alors je vais vous dire en quoi le vitour ici, c'est-à-dire le fait de renoncer, devient un instrument de guerre. C'est que pendant toutes les vacances, celui qui a renoncé, il dit t'as vu, je t'avais dit, t'as vu, je t'avais dit, bah oui, je t'avais dit, t'as vu, bah voilà, voilà. Alors il faut savoir une chose, c'est que le vitour est un instrument de guerre lorsqu'il n'est pas accompagné d'une autre attitude. Cette attitude qui consiste à dire je ne suis pas en train de renoncer maintenant je suis en train de construire. Donc je serai aussi en train de construire quand je serai en train d'être mévater, en train de renoncer. Donc là ici, c'est aussi un élément de réponse à notre auditeur. Si on a inscrit cette logique du vitour, du renoncement, dans une logique de j'aime mon conjoint, je veux construire, je veux durer, je veux que notre maison soit un mishkan, je veux qu'il y ait ici de l'harmonie, et donc je veux construire, même quand ça va me coûter, je ne vais pas utiliser ça comme arme de guerre. Ça, c'est fondamental. On retrouve un peu ce genre de problématique aussi quand il y a des menaces de divorce. Et puis, il y a quelqu'un qui se sent victime et qui reste. Souvent, celui qui reste et qui est victime, il va utiliser le fait de rester comme arme contre le bourreau. Donc là aussi, et là dans la thérapie, c'est un point qui est fondamental. On ne peut pas évoquer ça maintenant parce que c'est un point qui est très douloureux. Et je pense que s'il y a des auditrices et des auditeurs qui sont concernés par ce genre de problème, peut-être qu'ils prendront contact avec nous, ils nous le diront. Mais il faut savoir que c'est extrêmement dangereux et préjudiciable et que ça nuit au couple. Et en général, ça finit par déborder sur les enfants. Donc, disons, pour synthétiser la réponse, le vitour, oui, mais comme toujours quand il s'agit de chesed, avec beaucoup de chokhma, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul. Parfait. Prochaine question, de Nathalie. J'ai appris cet été que mon mari m'a trompé avec de nombreuses femmes, et depuis de nombreuses années. Je l'ai découvert malheureusement par son portable. Nous avions 24 ans de mariage, 2 enfants, je l'aime, mais il m'a déçu. Je n'ai plus confiance en lui. Que dois-je faire? Prendre contact avec un thérapeute du couple, parce que si vous n'avez pas divorcé sur le moment, si vous n'avez pas divorcé sur place, c'est qu'il y a dans ce que vous vivez, il y a d'autres éléments. Donc là, vous voyez, c'est typiquement le genre de situation dans laquelle un thérapeute doit doit exercer un devoir de réserve. Vous voyez, par exemple, ça, c'est le genre de choses qu'un professionnel a appris. C'est des choses qu'on apprend, ça. D'accord? C'est-à-dire que cette madame est en train de nous dire qu'elle vit une trahison atroce. Et elle était à 1000 lieues de s'imaginer que son mari avait pu faire des choses pareilles. Donc elle vit un sentiment de trahison. Maintenant, elle est perdue dans ce sentiment de trahison. Maintenant, il y a d'autres ingrédients dans la vie du couple. Il y a d'autres enjeux. Il y a des enfants. Je pense qu'il y a des enfants. Dans le mariage. Il y a aussi un enjeu financier. Il y a un enjeu humain. Est-ce que finalement elle-même, elle a cette possibilité de refaire sa vie? Il y a toutes sortes de questions qui se posent derrière. Et quelle que soit la réponse qu'on va donner, encore une fois, les décisions de rupture sont des décisions qu'il faut vraiment mûrir. C'est fondamental. Même dans ce genre d'attitude, dans ce genre de configuration, il faut vraiment conseiller à Nathalie de prendre contact avec un thérapeute du couple ou alors avec un rave qu'elle connaît bien et de mûrir sa décision. Parce que cette décision, elle va avoir des implications pour elle après. Comprenez que quand on est victime d'une trahison, on reste victime et on reste trahi. Et là, il va y avoir un effort, une prise de conscience. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais c'est quelque chose que, notamment une thérapeute, dans le cas d'une madame, une coach peut faire, parce qu'elle doit l'aider à surmonter. Elle doit l'aider, il faut... Mais la décision doit venir d'elle. Oui, la décision doit venir d'elle, absolument. Il faut qu'elle y réfléchisse, il faut qu'elle consulte, il faut qu'elle soit entourée. Et puis, il faudra aussi réfléchir sur la raison pour laquelle elle n'a pas pris cette décision immédiatement. D'accord ? Voilà ce qu'on peut dire ici en gardant un devoir de réserve. Est-ce qu'en théorie, je dis bien en théorie, est-ce que la Torah préconise dans certains cas le divorce, comme par exemple dans ce cas-là? Alors quand on parle de la Torah, il faut en parler au sens le plus large du terme. C'est un Torah écrite, Torah orale. Bon, si on se réfère évidemment au Chumash, à partir du moment où une femme a trompé son mari, et il y a des témoins donc, de cette tromperie, elle devient soura, devient interdite à son mari. À partir du moment où un mari trompe sa femme, il y a trahison, et une trahison, elle peut largement justifier de la part d'une femme une demande de divorce devant un Beth Din. Pourquoi? Parce que le mari a des obligations vis-à-vis de sa femme. Le Shulchan Arour, contrairement à ce que les gens pensent, le Shulchan Arour précise que dans les endroits dans lesquels on a l'habitude d'épouser qu'une seule femme, il est interdit d'avoir plusieurs femmes ou plusieurs concubines. C'est interdit. Donc le Shulchan Arour est très clair sur ce point-là. Donc une femme est parfaitement fondée à aller au Beth Din, elle dit à mon mari m'a trahi, je veux divorcer. Donc ça, c'est des cas qui sont, on va dire, des cas qui ressortent de la Torah écrite ou de la Torah orale, du Chumash, du Shulchan Aruch, etc. Bien, je sais que certains voudront en discuter, mais
et ce sont des principes qui sont posés aujourd'hui dans les Bate Dinim. C'est-à-dire que si une femme vient si Nathalie vient au Beddin aujourd'hui en disant je veux divorcer, le Beddin est fondé à organiser ce divorce sur place, et le mari devra payer très cher ce divorce-là. Est-ce que le Beddin essaye de faire quelque chose pour essayer de Oui, raccommoder, ou bien non, aujourd'hui, le consistoire s'est doté aujourd'hui d'une structure. Yanar a été créé ici en Israël pour travailler. Alors moi, personnellement, je vous dire, je travaille pas avec les Bate Dinim. Je veux dire pourquoi? Parce que quand les gens arrivent au Beddin, c'est déjà trop tard. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur Internet, parce que c'est là que les gens nous voient bien en amont et qu'on peut essayer d'intervenir. Je voudrais juste compléter la réponse. Il y a un autre cas aussi, c'est les coups. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu violence conjugale, quand il y a eu violence une fois, on va dire, c'est arrivé une fois, c'est exceptionnel, alors effectivement, on peut rentrer dans un processus, et ce processus peut être d'un très très grand succès, parce que très souvent, on va dire qu'il y a eu une crise très très forte dans le couple, il y a eu des émotions très fortes, les deux sont le mari et la femme sont des gens qui sont traversés par des émotions très fortes, ils ont du mal à les contrôler, et en fait le travail ici, ça va être petit à petit de travailler sur le contrôle émotionnel, et ça donne on arrive à des choses extraordinaires parce qu'on rencontre des gens qui sont blessés, et qui en fait n'ont qu'une envie, c'est de s'en sortir. L'autre, il y a par contre une autre forme de violence conjugale, c'est la violence répétée, sidratite, ça c'est la violence répétée, où là il y a de la manipulation, il y a de la perversion narcissique, il y a de la violence, il y a des manipulations mentales, où il y a une véritable violence physique exercée à répétition. Là je ne crois pas qu'on puisse arriver à quoi que ce soit, et c'est clair que dans ce cas-là, il faut mieux se diriger. C'est une option envisageable en fait, d'accord. Jonathan, est-ce qu'on a une autre question? Alors, prochaine question de Simcha. Je fais des bruits en mangeant et ça énerve mon mari. Le problème, c'est que c'est impossible pour moi de changer. Qu'est-ce que je dois dire à mon mari? Tout est possible. J'ai la bouche fermée. Non, écoutez... elle n'arrive pas à changer. Oui, je suppose qu'elle a eu des enfants, etc. Rabbi Chetrit, il n'y a pas longtemps, dans une conférence qu'il avait donnée ici à Ramot, avait un petit peu plaisanté sur le sujet. C'est pas drôle. La vérité, c'est que c'est pas drôle. Mais dans une conférence où on parle de ce genre de sujet, on a tendance à essayer de dédramatiser. D'accord. Il faut savoir que vous avez des enfants, vous avez construit quelque chose, vous avez ces enfants vont avoir d'autres enfants. Donc vous vivez ici des épisodes qui sont des épisodes un petit peu compliqués, d'accord, un petit peu, difficiles à vivre au quotidien. C'est pas agréable, c'est pas beau, d'accord. Mais d'un autre côté, si on met ça dans la balance avec la vie de couple, avec ce que donne la vie de couple, avec ce que vont donner les enfants, les petits-enfants, avec tout ce qu'on peut faire avec une famille, tout ce qu'on peut créer à partir d'une famille, je pense que là, il y a matière à réfléchir. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire des efforts en la matière? On peut toujours faire des efforts quand on mange pour essayer de manger la bouche fermée, respirer correctement, manger doucement, faire des petites bouchées et essayer de mâcher, on va dire, tranquillement. Maintenant, il est possible que vous ayez un problème dans la glotte ou dans la gorge ou autre, etc., un problème de respiration qui entraîne ces bruits-là, auquel cas, votre mari il peut parfaitement comprendre, même si ce n'est pas facile, mais il peut accepter, il peut comprendre ici qu'il se passe un phénomène avec lequel il est, ma foi, obligé de vivre. Voilà ce qu'on peut dire. Mais encore une fois, là, vous voyez, je le redis à chaque réponse, ma réponse ici n'a pas de caractère définitif et je vous demande de ne pas l'utiliser directement comme matériau de discussion avec votre mari. Je ne veux pas que mes réponses ici deviennent un instrument d'affrontement dans les couples. Simplement, je vous donne une piste. D'accord? Je vais mettre un peu les choses en perspective. La prochaine question de Patricia. Comment sait-on si on aime encore son mari après 30 ans de mariage? Si la question est posée, déjà, c'est pas si évident, non? Oui, c'est pas clair. C'est pas clair. Alors, vous voyez, ça, c'est le type même de questions auxquelles moi, je m'abstiens de répondre. Parce que l'amour, c'est aussi vaste que la neshama. Et la neshama, c'est la trace d'éternité qu'on a en nous. D'accord? Le moi profond de l'individu, c'est sa neshama. C'est son moi profond. Et ce moi profond, c'est une volonté divine, et cette volonté divine, elle veut faire le bien. Et le moi profond de l'individu, il veut le bien. Alors, l'amour, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là. L'amour au sens où nous on le conçoit, c'est-à-dire construire. Parce que l'amour n'est pas le plaisir. Il ne faut pas confondre l'amour et le plaisir. L'amour, c'est le résultat de la construction. J'aime quelqu'un, je donne et je construis. Comme disait Rav Dessler, on va donner, on va investir dans la relation. On a énormément partagé et construit, et là, on va arriver à une certaine fusion. D'accord? La Ahava, Gematria numérique Echad, 1,
Ça vient parce que d'abord on construit et on donne. Alors moi je dirais d'abord, je ne veux pas répondre à la question. Moi je voudrais répondre à cette question par une autre question. Je suis juif comme vous, donc moi je réponds à une question par une autre question. Avant cette question, il y a une autre question qui est beaucoup plus forte. C'est pas comment je peux savoir après 30 ans, c'est qu'est-ce qu'on a fait pendant 30 ans pour qu'on puisse dire qu'on s'aime. Alors si la réponse elle est, on a acheté un pavillon ensemble, on a géré notre compte en banque ensemble, on a géré les enfants ensemble, il y a un petit problème. Pourquoi ? Parce que l'homme, il a une partie masculine, partie papa, et une partie époux. Et la femme, elle a une partie féminine, une partie maman, et une partie épouse. Maintenant, en tant que femme, elle s'est réalisée quand elle a eu des enfants. Le mari s'est réalisé sur le plan social, il a eu des enfants. Mais est-ce que l'homme et la femme, en tant qu'époux, en tant qu'homme et femme, ont développé une série d'actions, de modes de communication, une série de comportements pour être un couple ? Et à ce sujet, j'ai une question. Il y a certains couples qui s'appellent papa-maman. Ouais. Est-ce que justement ce serait pas une sorte de lapsus pour des personnes qui n'auraient peut-être pas justement construit leur vie de couple, mais uniquement leur vie à travers leurs enfants? Alors parfois c'est très affectueux, on ne peut pas dégager de principe clair et net sur ce genre ce genre de circulation verbale. Je ne sais pas comment ça circule au niveau de qu'est-ce qu'il y a derrière ce papa et cette maman. Peut-être c'est parfois pour alerter les enfants sur le fait que papa parle à maman et qu'il lui parle gentiment, tranquillement. Et maman parle à papa et lui parle aussi gentiment. Ils se parlent avec respect, ils se parlent gentiment, ils savent communiquer. Souvent c'est à ça que ça sert au départ chez les parents. Donc après ce qui s'installe derrière c'est une autre affaire. Alors parfois ils s'appellent chéri, mais ils appellent tout le monde chéri. Alors quand il y a un qui dit chéri, il y a 10 personnes qui viennent. Bon, encore là aussi, c'est intéressant parce que c'est des familles dans lesquelles il y a un climat affectueux. D'accord ? Ils s'appellent par les prénoms aussi. D'accord ? On appelle chacun par les prénoms. C'est une manière de marquer les territoires. Si on n'appelle pas chéri, ni par le prénom, je sais plus ce qui reste. C'est pas mais c'est différents modes. Ce qui est important dans ce genre de choses, c'est ce qu'on met derrière. Ce qu'on met derrière chéri, ce qu'on met derrière papa, maman, ce qu'on met derrière le prénom. C'est les nuances. Ça, les enfants, ils le sentent de toute façon. Bien sûr. Et même les époux aussi. Alors, ce qui est important, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on a fait pendant 30 ans pour se dire l'un à l'autre qu'on est un couple. C'est-à-dire, combien de fois on a cherché à discuter l'un avec l'autre de ce qu'on est tous les deux. Combien de fois on a cherché à s'extraire de la famille et aller se promener tous les deux. Combien de fois le grand rabbin Citruc, à la Shalom, et la rabbinite, chez Tirke, Tibadel et Chaim Tovim, partaient régulièrement tous les deux. Et c'est fini, à un moment aussi, ils oubliaient le monde entier, ils partaient tous les deux. Ouais, lui, il était très absorbé dans ses activités, mais ils allaient tous les deux. C'était comme ça. Et c'était un exemple pour des dizaines de couples. Et qu'est-ce que les couples ont fait pour être un couple ? Moi, je crois que c'est ça, la question fondamentale à laquelle il faut répondre. Avec une bonne centaine d'autres questions, évidemment, parce que 30 ans de vie commune avec ce genre de questions au bout, c'est qu'il y a une bonne centaine d'autres questions, et je n'aurais pas la naïveté de penser que maintenant, en quelques minutes, on va le... Moi, je voudrais d'abord commencer par cette question-là. Qu'est-ce que vous avez fait pour être un couple depuis 30 ans ? La prochaine question de Benjamin. Ayant ouvert un dossier de divorce pour obtenir notre guette, la question qu'on se pose est de savoir si une fois divorcé religieusement, il est possible de se remettre ensemble. Si nous apercevons que par la suite que nous avons fait une erreur. Que c'est possible. Plus dans l'alarme. Ouais, bon, moi je dirais, vous avez qu'à y réfléchir maintenant. Non, ça ils ont fait déjà une... Ils ont ouvert le dossier de guette. Ils ont pas fini. Non, ils n'ont pas fini encore. Ils l'ont pas. Ils sont divorcés religieusement. Déjà. Ah, ils sont divorcés religieusement. Ouais. Si la femme ne se remarie pas avec un autre homme, alors elle a la possibilité de reconstituer son couple avec son mari. Il s'appelle Marzir Grouchato, c'est une des plus grandes mitzvot de la Torah, d'être Marzir Grouchato. Donc il y a cette possibilité-là. Mais je n'ai pas commencé ça dans la question. Ils ont déjà donné les guettes. Les guettes déjà donné. Et si elle se remarie, c'est fini. Et à plus forte raison si jamais elle vit en concubinage avec un autre homme. C'est terminé. Terminé, ça veut dire effectivement... Dès qu'elle a été avec un autre homme, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Alors, ça c'est du point de vue de la halakha. Je voudrais saisir cette question pour rebondir quand même sur ce que j'ai dit. Avant de divorcer, il faut se poser cette question-là du prix du divorce. Il faut savoir une chose, c'est que 100% des gens qui divorcent sont des gens qui doivent transporter dans leur nouveau couple, dans leur nouvelle vie, des problèmes qui n'avaient pas été résolus dans le premier couple. Et là intervient ici souvent la thérapie. Je peux vous dire que j'ai eu souvent des couples qui sont venus et qui étaient à 5 minutes de l'ouverture du dossier à la Rabbanout, donc au rabbinat, et donc ils voulaient ouvrir un dossier de guerre. Et finalement, ils ont décidé de se poser cette question. Finalement, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd avec ce divorce ? Qu'est-ce qui va arriver ? C'est vrai. On ne se parle plus, on se tape dessus. Lo yachlou les daber beshalom.
j'ai marqué au sujet des frères de Yosef, avec Yosef, ils n'arrivent plus, c'est terminé. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Eh bien, je vous étonnerai en vous disant que les gens sont capables de surseoir à une décision pendant 6 mois, de reprendre le fil de leur vie quotidienne et essayer de reconstruire les choses. C'est vrai que pour ça, il faut avoir une bonne mida. Il faut avoir une bonne mida. D'accord ? Il ne faut pas être akshan, il ne faut pas être dur, il ne faut pas dire parce que j'ai commencé un processus, je vais aller jusqu'au bout. Il faut être capable de faire machine arrière et de dire, bon, finalement, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre avec ce processus-là ? C'est quelque chose de majeur. Oui. D'autant plus qu'on a l'impression que c'est un peu une solution de facilité aujourd'hui. C'est devenu banal, commun, la moindre petite histoire dans un couple. L'un des conjoints va balancer le mot divorce, et là c'est une ligne qui a été franchie. Et donc c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on parle et on a beaucoup plus de divorces, parce que le langage est beaucoup plus ouvert. Alors, quand vous parlez du langage ouvert, c'est intéressant parce que le mot divorce, c'est un mot qui ferme. C'est-à-dire que dans les disputes, et ça il faut le respecter et le répéter à tous les coups, je pense que ça participe de ça. Aujourd'hui, effectivement, on parle et on parle dans un langage qui est un langage violent. Alors on utilise des mots qui sont des mots violents. Et donc ce sont des mots qui ferment. Alors par exemple, quand on se dispute et qu'on dit à l'autre tu es comme ça ou tu es comme ça, on l'enferme dans un comportement, mais on fait aussi autre chose, c'est qu'on l'autorise à se comporter comme ça. Et quand les gens en arrivent assez vite à prononcer le mot divorce, c'est comme si en quelque sorte ils autorisaient l'autre à partir. Donc ces mots-là, ce sont des mots qui ferment la porte de la discussion, et qui ferment la porte de l'entente, et qui ferment la possibilité de revenir l'un vers l'autre, et ils ouvrent cette fois-ci la porte vers l'extérieur. On ne sait pas où ça va se terminer. C'est pour ça que je crois qu'il y a un principe que j'ai déjà expliqué dans plusieurs cours, sur plusieurs sites, sur plusieurs forums. Je dis la chose suivante. Je dis, un mot, tant qu'on ne l'a pas dit, c'est nous qui le contrôlons. Le jour où on l'a dit, c'est lui qui nous contrôle. Quand le mari ou la femme parle de divorce et commence à s'insulter, la semaine d'après, quand ils commencent à se rendre compte qu'ils sont allés un peu loin, qu'ils veulent revenir avec un bouquet de fleurs, avec un plat et autres, etc., l'autre vient et dit, bon, finalement, pour un imbécile, pour une imbécile, etc., et c'est utilisé. C'est gardé en stock. C'est gardé en stock, et c'est d'autant plus gardé en stock que la blessure émotionnelle, elle est forte. Parce que, vous l'avez dit, aujourd'hui, on divorce beaucoup, mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas blessés. C'est pas que les gens ne souffrent pas. Parce que fondamentalement, quand les gens passent sous la choupa, il faut quand même leur dire ce grand secret. Quand les gens passent sous la choupa, naît ce que moi j'appelle un troisième cerveau. C'est-à-dire qu'il y a le cerveau du monsieur, le cerveau de la madame, maintenant il y a le cerveau du couple. Il y a quelque chose qui se passe. Au moment où le monsieur il donne la bague, il met la bague sur le doigt de la femme, et la femme elle plie le doigt, la neshama de l'homme, l'âme de l'homme, elle rentre dans celle de la femme. Et là maintenant il y a une espèce de troisième personnalité qui se crée. On ne la défait pas comme ça. Pourquoi on a un traité antique comme le Gittin et pourquoi les lois du Get sont tellement complexes? Parce qu'on ne défait pas ce lien-là comme ça. La question même qui a été posée, si jamais c'était une erreur, mais tous ceux qui divorcent l'ont. Les gens l'ont la veille du mariage. Est-ce que c'est le bon? On en parlera après cette question. Le bon ou la bonne? Mais ils l'ont aussi la veille du Get. Est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire? Alors que finalement, c'est devenu un acte en quelque sorte d'une grande banalité. Mais parce qu'il n'est pas banal. Il engage les tréfonds, les plus grandes profondeurs de l'âme. Et ça, c'est quelque chose qui va produire des effets sur plusieurs générations. Et est-ce qu'on peut dire que dès lors qu'un mariage a été effectué, alors il n'y a pas eu d'erreur? C'est-à-dire que oui, c'est son conjoint. Et bien que la difficulté soit là, et que apparemment, et c'est un petit peu le principe d'un couple, c'est que les deux soient diamétralement opposés, et ben bien que cette différence est majeure, et ben l'un doit aller avec l'autre et doit faire tous les efforts nécessaires pour y arriver. Et donc il n'y a pas de place au divorce. Ou bien c'est une erreur, ils se sont pariés un peu trop vite. Erreur, je ne crois pas, parce qu'à partir du moment où des gens sont passés sous la choupa, c'est qu'ils sont un zivouk. Ils forment ce qu'on appelle un zivouk. C'était l'intention de ma question. Voilà, c'est exactement. Ils forment un zivouk. Ils forment une âme qui a une âme commune. Ils sont tous les deux bouts d'âme qui se sont réunis. Ils sont un zivouk. Donc à partir de là, tout peut être entrepris. D'accord ? Je pense que s'il y a erreur, souvent, c'est sur la masse de travail qu'il faut fournir pour faire marcher un couple. Alors évidemment, il y a des cas dans lesquels on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une très très grande incompatibilité. Ça existe, l'incompatibilité. C'est pour ça qu'il ne faut pas être, disons, définitif dans le propos. Ça existe, l'incompatibilité. Ça existe, qu'à un moment donné, les gens disent « ça ne peut plus, ça ne marche pas ». Mais même comme ça, il faut savoir aller puiser dans les réserves de patience et de compréhension et de tolérance et d'acceptation de l'autre. Même comme ça, il faut aller chercher. Parce qu'on est passé sous la roupa. On peut dire, comme vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup de limites au travail qu'on doit faire pour essayer de faire marcher un couple, si ce n'est que, effectivement, après un certain nombre d'efforts, on peut se rendre compte qu'il subsiste des incompatibilités qui ne sont pas des incompatibilités d'humeur, c'est des incompatibilités
profond, ça existe. Mais avant ça, il y a la masse d'efforts à fournir. Alors derrière cette caméra, derrière les écrans de nos auditeurs, il y a peut-être un célibataire qui vous entend parler, qui doit se dire mais laissez-moi tranquille, moi je reste célibataire, c'est fini, j'ai plus de problème. Qu'est-ce que vous lui répondez? Parce qu'à vous entendre, il y a quand même pas mal de problèmes, pas mal de difficultés, c'est un ring de boxe, on doit continuellement se battre, se défendre, s'améliorer, se travailler sur ça. Non, moi je reste tranquille, je reste dans mon coin. C'est vrai, mais de quoi il est fait ce coin? À 11 h du soir, lorsqu'on tire la couverture et qu'on s'endort tout seul pour la 13e année. De quoi il est fait ce coin lorsque le matin on se lève, on prend sa brosse à dents à moitié endormie, et qu'on part au travail et on revient après, on est à nouveau seul. De quoi il est fait ce coin-là? Le coin de la solitude, c'est pas un coin du bonheur. Ne désespérez pas les célibataires non plus. Non, je ne crois pas, je leur dis, mais ils le savent, de toute façon, les vrais célibataires qui veulent se marier, les vrais célibataires qui veulent se marier, ils savent très bien que c'est vrai ce que je dis. Les autres, les célibataires endurcis, ils savent encore plus qu'on est, on est dans le vrai. Non, je pense que s'il y a une erreur aujourd'hui, elle est dans le fait de dire, bon, finalement, qu'est-ce que je perds à me marier, pour ceux qui attendent, qui pensent qu'ils ont le droit d'attendre, qu'est-ce que je perds à me marier, puis finalement, si ça marche pas trop, on verra. Ça, c'est les garçons. Mais chez les filles, c'est pas comme ça. C'est un but. Les filles, elles attendent quelque chose. La femme attend quelque chose. Elle attend une réalisation du mariage. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de ce que Hachem a planté dans la psychologie féminine. C'est-à-dire que la femme, c'est le nefesh de la maison. C'est la base de la maison. Donc la femme, elle attend quelque chose du mariage. Elle attend énormément. Elle attend une réalisation psychologique. Elle attend de l'amour. Elle attend une consécration. Elle attend des enfants. Je pense qu'il faut être très clair sur ce point-là. L'attente des hommes et des femmes n'est pas tout à fait la même. Mais au fond, la souffrance du célibat, elle est quand même supérieure à la soi-disant souffrance de ce qu'il faut entreprendre quand on construit son couple. Voilà, et puis évoquons, là on a parlé du côté, on va dire, négatif du mariage, mais des difficultés que ça pourrait engendrer, mais on peut dire à ces personnes-là aussi que, évidemment, dans le cadre d'un vrai shalom bayit, d'une vraie paix conjugale, alors là, ça peut être le bonheur le plus haut. Finalement, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas un état. Le bonheur, c'est une décision. Donc quand quelqu'un, finalement, on va donner un exemple très simple. On a parlé du vitour tout à l'heure. On parlait de savoir finalement renoncer. Lorsque quelqu'un se dit « je renonçais », mais j'ai renoncé parce que j'ai envie de faire plaisir à l'autre, et qu'il voit chez l'autre la satisfaction et le remerciement, puis finalement, ils arrivent tous les deux à cheminer ensemble, mais le bonheur qu'ils ressentent, c'est quelque chose qui n'a pas de mots, parce que les mots, c'est des limites. C'est limité les mots pour exprimer ce que peut ressentir un couple dans lequel on a travaillé, on a construit. Alors, ces instants-là, c'est des instants qui arrivent à répétition dans un couple. Et donc, il faut le dire aux célibataires, le bonheur n'est pas un but à atteindre. Le bonheur, c'est le travail qu'on fournit au fur et à mesure des tranches de vie et la capacité qu'on a à affronter ces tranches de vie avec beaucoup de tolérance et beaucoup d'empathie et beaucoup de capacité à chercher à comprendre l'autre. C'est ça le bonheur. C'est là que ça se trouve. Donc effectivement, dans des phases qui pour les uns sont des phases très douloureuses parce qu'ils se rendent compte qu'ils doivent faire avec l'autre, donc c'est des gens qui doivent finalement renoncer à leur égoïsme, pour les autres, ça devient un enjeu. Ça devient un enjeu très satisfaisant. Avant de demander à Jonathan la question suivante, je vous rappelle, chers amis, de partager cette vidéo autour de vous, auprès de vos amis, de les nommer, de les inviter à rejoindre et à participer à ce direct live. Tout simplement parce que grâce à ce petit clic, grâce à ce petit partage, vous pourrez donner le mérite à des personnes qui peut-être vous l'ont toujours caché, mais dont la vie en couple ne se passe pas forcément pour le mieux. Et donc là, ils auront peut-être l'occasion d'avoir des réponses à leurs questions. Je profite aussi de cette petite parenthèse pour en rajouter une autre, puisque je rappelle à nos auditeurs que le Rav sera à Paris du 17 au 22 juin, accompagné du Rav Ertenschlag, et ensuite du 24 au 26 juin, accompagné de Jérémy Bérébi. Donc je vous invite pour ces dates, si vous êtes intéressé, de recevoir chez vous le Rav pour un cours à la maison. Vous pouvez nous contacter sur TorahBox ou bien dans les commentaires de cette vidéo. Jonathan, quelle est la question suivante? Alors la prochaine question de Johanna. Quand dans un couple, une personne prie et fait tout pour le shalom, mais que la personne en face ne le suit pas, pour X ou Y raison, ni ça important ou simplement problème psychologique, de comportement ou de langage chez cette personne, y a-t-il malgré tout la shrina et les brachot dans le couple? Alors, la shrina, d'après nos sages, la présence divine, elle vient lorsque ish veisha zahu, c'est-à-dire lorsque l'homme et la femme l'ont mérité. Zahu, ça vient du mot zar, pur. Donc ça veut dire que chacun a fait l'effort qu'il fallait pour éteindre le hesh
dans le mot ish, il y a le mot esh, il y a le feu, et dans isha, il y a le mot esh, il y a le feu. Et donc, quand chacun a fait l'effort qu'il fallait pour permettre l'existence du couple, là, la shrina, la présence divine, elle va se poser. Dans un couple dans lequel il n'y a que de la bagarre, que de la mésentente, que de la distance, des frustrations souterraines ou exprimées, c'est un couple dans lequel on n'est pas ici à savoir si la shrina est présente. Il n'y a pas de couple. Ça veut dire, il y a un homme et une femme qui vivent ensemble, il y a une maison, il y a une structure, on n'a pas encore tout cassé. Mais on n'est pas loin. Donc ça veut dire qu'ici, il faut se poser la question de savoir comment on va faire pour que le couple existe d'abord, avant toute chose. Le zivou. D'accord ? Ça, c'est typiquement le genre de situation dans laquelle il faut consulter. Parce que, en général, ce sont ce qu'on appelle des conflits de communication, qui sont basés sur des histoires personnelles douloureuses, et sur des incapacités finalement à accepter l'histoire de l'autre. Donc là, ici, vient ici l'exigence de consulter. Là, ici, il faut vraiment aller voir quelqu'un, parce qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Le prisonnier ne se sort pas tout seul de sa prison. Il y a ici, finalement, deux individus qui sont chacun un petit peu dans leur prison. Pour X, Y raison, comme vous l'avez dit. Je ne sais pas ici qui est dans sa prison, qui ne l'est pas. Je ne sais pas. Mais je sais ici... je ne sais pas dans quelle prison chacun se trouve plus précisément, mais que chacun est dans une prison, oui, ça c'est clair. Une prison dans laquelle on perçoit les choses, une prison dans laquelle on se perçoit ça, on se met soi au centre des processus, on se met au centre de sa propre souffrance. On se dit, mais voilà, c'est moi qui souffre ici. Et donc, cette prison-là, c'est une prison qui est très difficile à percer. Et là, effectivement, ça devient utile d'aller voir quelqu'un qui a un regard avec beaucoup d'empathie d'abord, sur l'un et sur l'autre, et puis surtout quelqu'un qui va être capable de vous faire comprendre comment votre communication s'est bâtie, comment votre couple s'est bâti, comment tout ça a fonctionné, comment vous en êtes arrivé là. Alors, prochaine question de Jennifer. J'ai 19 ans et j'ai rencontré un garçon il y a un mois en vacances, je suis enceinte de lui. Il est gentil mais je ne vois pas du tout marier avec lui et surtout pas à 19 ans. Dois-je avorter ou je dois me marier obligatoirement avec lui? Mais posé comme ça, je pense que la question comporte en elle-même sa propre réponse. Il n'est pas question d'avorter. Il y a une association qui s'appelle Efrat, ici en Israël, et qui recueille les bébés des femmes qui portent des enfants et qui ne veulent pas garder ces enfants. En tout cas, donc avorter, il n'en est pas question, ça c'est clair. Deuxième point, il y a quand même quelque chose qui s'est passé avec ce garçon. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. D'accord. Il y a eu un moment d'intimité, il y a eu un moment dans lequel vous vous êtes retrouvés, dans lequel vous pensez que vous êtes compris. Ça vaut peut-être la peine de prendre le temps, d'essayer maintenant de refaire, entre guillemets, pas un chidour, parce qu'on n'en est pas là, mais d'essayer de reprendre votre relation à zéro. Et essayez un petit peu de vous comprendre. Essayez de savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Essayez de vous explorer un petit peu tous les deux dans votre vécu. Qu'est-ce que vous êtes? Quelle est l'histoire de vos familles? Quelle est votre histoire psychique, votre enfance? Finalement, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Est-ce que vous pourriez avoir des projets communs? Ça vaut la peine de vous rencontrer 2-3 fois, de manière, on va dire, presque dégagée, des affects d'une certaine manière, et d'essayer un petit peu de vous comprendre un peu plus, avant d'envisager de vous séparer. Parce qu'il y a quand même eu un enfant. Il faut savoir que cet enfant, il a un papa, il a une maman. Et que chacun d'entre nous, vous, madame, et vous, monsieur, vous avez un papa et vous avez une maman. Et vous avez droit à avoir un papa et une maman. Et là, ici, cet enfant, vous allez le priver du droit d'avoir un papa et une maman. Réfléchissez-y. Mais ils vous répondront, c'est plus un papa et maman, c'est un couple, et or là, on n'a aucune raison de s'aimer, peut-être. Et donc, c'est peut-être plus de souffrance pour tout le monde. Il n'y a aucune raison de s'aimer. En tout cas, il y a eu suffisamment de raisons de s'aimer pour faire cet enfant-là. Est-ce que c'était de l'amour? On va dire comme ça. Moi, je parle ici du point de vue de la thérapie, d'accord? Si je pars du point de vue, si je pars ici du point de vue de ce qui s'est passé, le couple, je peux dire, ici, il y a eu du plaisir, il y a eu une rencontre, il y a une espèce de complicité, et puis qui a malencontreusement abouti à l'apparition de l'enfant. D'accord. Mais c'est pas anodin qu'elle se soit retrouvée enceinte et que ça soit avec ce garçon-là. C'est pas anodin. Ça veut dire qu'il s'est peut-être passé quelque chose qui les dépasse un petit peu tous les deux. Alors, l'amour, on l'a dit, c'est un processus, c'est de la construction, c'est du don, c'est beaucoup de choses, c'est pas le plaisir. Mais il y a quand même ici quelque chose qui dépasse le petit flirt de vacances. On est sur autre chose là. Là, il y a un enfant. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité maintenant. Donc ça veut dire qu'ils ont été brutalement questionnés sur leur plaisir. Donc moi, je ne peux pas m'empêcher, en tant que thérapeute, de leur dire, la question qui vous a été posée, c'est la question de l'amour.
et vous voulez y renoncer comme ça en disant finalement, bah, c'était que du plaisir, et fait bon, machin, et hop, tap, boum. Mais il y a un enfant ici. Il y a une neshama. Donc, vous avez ils pourraient vivre toute une vie à cause de ce petit instant. Je ne sais pas. Vivre toute une vie ensemble, alors qu'ils ne s'aiment pas, tout simplement parce qu'il y a un enfant, et que c'était peut-être dû à une erreur de jeunesse. Je ne sais pas. Mais je sais que ça mérite d'être posé. Ça n'est pas ici, c'est-à-dire que ça mérite d'être exploré. Ça mérite d'être réfléchi. Ça mérite qu'on s'y intéresse parce qu'il y a une troisième personne. C'est-à-dire que quoi? On a eu un instant de plaisir. En fait, c'était, on va dire, un plaisir plus ou moins égoïste. Là, maintenant, on fait du super égoïsme en négligeant l'enfant qui est là. Et on fait du super égoïsme en négligeant les 120 ans qu'il va vivre ici et les générations qui viennent après. Pourquoi? Il y a ici quelque chose qui s'est produit en vous. Ne faites pas semblant qu'il ne s'est rien passé. Moi, ici, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est là qu'un thérapeute, qu'un homme de Torah, il réfléchit différemment. Ici, Mina Shamaïm, en quelque sorte. On vous a questionné. On ne vous a pas laissé avec votre plaisir et avec vos retrouvailles de vacances, avec le fleur des vacances. On vous a questionné ici. Il y a une question qui vous est posée ici. C'est-à-dire le ciel vous pose une question. Il dit, regarde l'enfant, il y a une neshama. Tes actes ne sont pas sans conséquence. Donc c'est vrai. Se marier maintenant, c'est un acte qui a une conséquence, qu'on va peut-être vivre ensemble pendant longtemps, mais qu'on ne s'aime pas vraiment. Mais ne pas se marier, se séparer, et encore plus, on parle d'avortement ici, c'est faire comme si finalement il ne s'était rien passé. Alors que il se passe quelque chose de majeur ici. Donc moi, j'évacuerai pas comme ça la question. Ne fût-ce que pour intégrer, vous comprenez, les processus psychologiques sont des processus qui nous trahissent. C'est pas parce qu'on s'en débarrasse que ça y est, on en est débarrassé. Les gens disent, on divorce, ça y est, c'est terminé, j'ai tourné la page. Ça peut les poursuivre toute une vie. Ça. C'est pas que ça, je sais pas, excusez-moi. C'est pas que ça peut. Ça poursuit, c'est là. On va dire comme ça, que si l'individu, il a cette taille, voilà, il y a un livre ici, et ben, ces différents processus, ils sont là. Ils sont là et ils sont à l'œuvre. Ils produisent des énergies, ils produisent des forces, ils produisent beaucoup d'effets. Le Rambam, Maïmonide, ici, dans le traité des 8 chapitres, explique qu'il y a une des kochot, des forces de l'âme, qui s'appelle le koach hamedame. En français, c'est les associations. Et il dit, ce force-là, elle ne dépend pas du libre arbitre. C'est-à-dire que, aux fonctions c'est comme manger. J'ai rentré des choses dans mon corps, ça travaille tout seul. Ben non. J'ai mis un certain nombre d'informations et d'événements dans mon existence, et malgré moi, se développent des associations. Les gens croient qu'ils vont vraiment, et ce koach-là, cette force-là, nous disent les Baal et Moussa, c'est ce qui différencie le rachat du tzaddik. Le rachat, c'est quelqu'un qui passe son temps à créer des associations mauvaises, négatives, destructrices. Et le tzaddik, c'est la personne qui va développer des associations positives, spirituelles, constructives, etc. Mais le fait est que cette force-là est là, et qu'elle travaille. Et qu'elle travaille avec les informations que j'ai mis dans mon psychisme. Donc, c'est là. Et ça va travailler. Et le Rambam, Maïmonide explique très très bien la force de ce koach-là. Donc dire, j'ai vécu un événement, je le passe par pertes et profits, surtout quand il y a un enfant derrière, c'est ne pas savoir de quoi on est fait. J'attends. Prochaine question de Aurélie. Est-ce qu'une femme mariée qui a trompé son mari avec un non-juif peut retourner avec son mari? Non. Question suivante. Question suivante de Mordechai. Je suis marié avec ma femme depuis 7 ans. Nous sommes religieux et habitons à Paris. Elle travaille dans un bureau où hommes et femmes travaillent aussi. J'ai fouillé son portable et je vois qu'elle échange avec beaucoup d'hommes. Que dois-je faire? Je ne peux plus lui faire confiance. Ah, attention. On est quand même dans le domaine, dans le registre de l'échange pour l'instant. Ouais, voilà. On est là. Là, ici, j'ai deux choses l'une. Ou vous décidez tous les deux, le mari et la femme, Crever l'abcès. Voilà, de crever l'abcès, de vous installer, de discuter, de poser les choses, de poser des principes. Et vous acceptez vous allez accepter quelque chose d'un petit peu douloureux. C'est de comprendre un petit peu pourquoi ces échanges sont là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Et je vous garantis, vous allez découvrir des choses qui sont un peu douloureuses, qui vont vous pousser à des remises en cause, mais il faut le faire. Et puis encore une fois, alors là, vous voyez, c'est le type même de situation où il faut consulter. Parce qu'effectivement, c'est difficile de se mettre en frontal sur des choses pareilles. Ça vaut la peine d'aller voir un professionnel, de discuter, de s'asseoir et d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Mais attention, je vais bien insister quand même sur le fait qu'il n'y a pas de lien entre la présentation et je ne peux plus faire confiance. Il y a un saut ici qui est trop rapide. Il est clair que ici, le couple ne peut pas continuer à vivre sans avoir un échange approfondi sur cette question-là, et un échange serein. Comme je doute qu'il soit réellement serein, parce que comme la question est posée, on est ici dans un niveau de tension,
Donc peut-être mieux faire rentrer ici une troisième personne, professionnelle, qui va prendre le temps d'écouter, de décrypter, essayer de comprendre un petit peu comment s'est formé votre couple et qu'est-ce qui s'est passé entre vous jusqu'à présent. Alors là, on parlait d'échanges justement entre hommes et femmes, collègues, etc. Justement, par rapport à cette promiscuité homme-femme, il y a la place du tutoiement. Alors, quelle est la place du tutoiement entre un homme et une femme? Est-ce qu'il est indispensable, nécessaire, ou bien ça dépend un petit peu des situations? Il y a des milieux professionnels dans lesquels on fonctionne au tutoiement. Alors, Au-delà du milieu professionnel, hein, mais oui. en général. En général, bon, si vous me demandez du point de vue de la halakha, il n'y a pas d'halakha psuka sur le sujet, mais si vous demandez à un dayan, il vous dira toujours qu'on n'appelle jamais une madame par son prénom, et en plus quand on la tutoie. Alors il faut vraiment qu'on ait un rapport, on va dire, de fraternité, ou un rapport père-fille, enfin je sais pas, quelque chose ou qu'il y a un rave et une talmida. Et moi je peux vous dire que toutes les talmidotes que j'ai eues qui se sont mariées, je les appelle madame et je les vous vois. C'est des talmidotes, je les ai tutoyées, mais après c'est fini. C'est une règle, on va dire que c'est une règle d'hygiène de vie. Créer une certaine distance dans le langage. Maintenant, c'est à géométrie variable. Il y a des milieux dans lesquels c'est assez compliqué de donner ce genre de conseils. Donc il n'y a rien d'universel là-dedans. Mais par contre, comme toujours, il y a ce qu'on met derrière les mots. Vous voyez, on part en vacances ensemble, on se retrouve au resto, on mange ensemble. C'est une autre affaire. On plaisante, on est léger. Qu'est-ce qu'on met dans tout ça? Et puis finalement, est-ce que finalement le mari qui est un petit peu léger avec une autre madame, etc., il ne va pas vexer sa femme? Quand la femme elle-même se permet d'accepter une plaisanterie à monsieur, est-ce que le mari ne va pas être vexé de ça? Il y a ici une sensibilité, et je pense que c'est d'abord sur ça qu'il faut aller, sans rentrer dans tous les détails. Mais je pense qu'il y a ici un point sur lequel il faut aller. Être un couple, c'est respecter la sensibilité de l'autre. Respecter la sensibilité de l'autre, c'est la connaître. Ce n'est pas la connaître au point de vue cognitif, c'est la ressentir, c'est vivre l'autre. On sait très bien qu'il y a des choses qui ne font pas plaisir. Et une des choses qui fait le moins plaisir dans la relation de couple, c'est de savoir que je ne suis pas le partenaire exclusif. Donc il faut faire très attention. On joue sur une corde ici qui est une corde très très sensible. L'exclusivité, c'est quelque chose qu'il faut développer, c'est une sensibilité qu'il faut développer. Je reviens juste pour développer justement cette histoire de tutoiement. Des fois, on arrive aussi dans des cas, c'est au-delà d'un univers, d'un entourage professionnel ou autre. Tout simplement, ce sont des gens qui ont des fois grandi ensemble, des amis d'enfance, etc., etc. Après, ils font tchouva, ils sont tous les deux mariés. Et du jour au lendemain de devoir les vous voyez, ça n'a plus trop son sens. On tombe un peu dans le ridicule. Alors, est-ce que c'est nécessaire et indispensable, où il faut être vous voyez alors qu'on a toujours grandi ensemble, on sait toujours, même qu'au désormais nous sommes mariés, mais est-ce qu'il faut nécessairement vous voyez ou pas? Alors, encore une fois, c'est ce qu'on met derrière. Effectivement, ça devient difficile. Avec les liens, on a grandi à l'école. Voilà, je ne retrouvais pas longtemps des gens qui étaient à Yavne. Voilà, donc les gens se connaissent. Effectivement, il y a un tutoiement, mais il y a une réserve. Il y a une réserve à poser, et puis il faut tenir au courant le conjoint. Il faut parler au conjoint, il faut l'associer à tout ça, il faut lui expliquer ce qui se passe, il faut communiquer avec le conjoint autour des événements qui sont liés à ça. Et je pense qu'il faut éviter les rencontres. Je pense qu'il faut mieux éviter les rencontres. Ça, c'est un conseil qu'on peut donner. Vous avez parlé de Teshuvah, etc. Donc, il y a des gens, un public qui est un public plus religieux. Je pense que le public religieux est un public qui comprend cette notion de séparation. Dans le public non religieux, c'est plus difficile à avaler parce que les gens sont, comme la Gemara dit, les gens sont très très proches les uns des autres. Elle a une expression un petit peu plus directe que cela. Les gens sont trop proches les uns des autres. Mais dans nos milieux, alors dans le milieu, c'est des milieux orthodoxes, des milieux religieux, des milieux traditionnalistes, des milieux synagogaux. Dans tous ces milieux-là, on comprend la séparation. On comprend que la relation entre l'homme et la femme n'est pas une relation neutre. Et que c'est une relation qu'il faut travailler. C'est la raison pour laquelle, moi, je recommande toujours de ne rien cacher, de communiquer avec son conjoint et d'expliquer, voilà, j'ai des amis que j'ai retrouvés, et limiter la relation. Je pense qu'il faut limiter la relation pour une autre raison. Finalement, qu'est-ce qu'on a à faire, nous, dans le monde? On a à construire notre couple, construire notre famille, construire notre descendance, dans cet ordre. Construire son couple, construire sa famille, construire sa descendance. Et donc on est très absorbé. Et la cellule familiale, c'est la cellule à partir de laquelle on va injecter dans la chevra, dans la société, des individus qu'on aura imbibés d'amour, d'affection, ou au contraire, de mésentente ou autre, etc. Et ça doit beaucoup nous absorber. Ce qui fait que tout naturellement, la relation avec des gens qu'on a connus, elle trouve sa place toute naturelle. On va dire bonjour, on va retrouver, ça va être sympathique, mais on saura parfaitement mettre les barrières qu'il faut, parce qu'en fait, au fond, on n'est pas absorbé là-dedans. On n'est pas absorbé dans le club des anciens. On est absorbé dans la famille. Ça ne veut pas dire qu'on devient antipathique,
ou qu'on refuse de dire bonjour ou de parler votre service. Mais ça veut dire qu'on consacre à ça le temps et l'énergie en proportion qui est nécessaire, voilà, à une vie sociale. Pas plus. Les gens vous diront en hébreu, il n'y a pas de vouvoiement. Ouais, c'est vrai que ça s'est imposé en hébreu aujourd'hui. On dit un thème. Un thème, on parle à la troisième personne du singulier. Donc oui, ça se fait. Ça se fait, bien entendu. Mais de toute façon, c'est fait. De toute façon, dans la chevra israélienne, il y a là quelque chose de direct. Mais justement, c'est intéressant parce que du fait que tout le monde, on va partir de ce principe, tout le monde dit ata, at, eh ben, il y a quand même des barrières qui s'installent. Il y a quand même des barrières qui s'installent pour ceux qui veulent bien les installer. Bon, il y a eu beaucoup de scandales dans les milieux politico-judiciaires, médiatiques, qui montrent qu'il y a une très grande proximité. C'est des milieux dans lesquels, vous voyez, les gens sont complètement azimutés. Ils n'ont pas de limite. Toutes les barrières sont franchies et tout devient permis. Là, vous avez ici une manifestation vraiment classique de milieux dans lesquels il n'y a pas de barrière. On s'applique à ne pas en mettre et voilà ce que ça donne. Il y a beaucoup de scandales. Bien sûr. Jonathan, question suivante. Prochaine question. Comment est-ce possible qu'une femme épouse un Kollelman? N'est-ce pas le mari qui doit ramener la parnassa? Alors, allez, un classique. Oui, c'est une question c'est une question aujourd'hui qui est posée avec beaucoup d'acuité. Et je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec cette question pour qu'elle soit posée de cette manière-là. On ne va pas expliquer ici pourquoi les Gdolim ont recréé le système des Kollel après la guerre. Mais il faut savoir une chose. C'est que c'est une question qui est posée parce que fondamentalement, c'est le rôle du mari d'amener la parnassa. C'est-à-dire que même si le mari est avraire, et qui va amener 1500 shekels de son kollel, et que la femme travaille, elle amène 6-7 000 shekels, donc elle amène une plus grande part dans la parnassa, ça n'est qu'une délégation. Ça n'est qu'une participation. Ça n'est qu'un acte volontaire. Le hol, le joug de la parnassa, il est sur le mari. Maintenant, d'un commun accord, un homme et une femme, par amour pour la Torah, ont décidé que le mari va consacrer des années à l'étude de la Torah. Il va devenir un Talmid Chacham. Alors la femme, elle se donne à cet objectif. Mais encore une fois, elle se donne à cet objectif. Elle n'a pas sur les épaules le hol, le joug de la parnassa. Le joug de la parnassa, il est sur le mari. Oui, mais il ne travaille pas au final. C'est-à-dire ce que j'expliquais par là, c'est que le mari ne se débarrasse pas. Et ça, c'est fondamental parce que dans les Shidurim, par exemple, ça va être quand même un élément déterminant. Est-ce que le mari est quelqu'un qui est ce qu'on appelle nosé bachariyut? Est-ce que c'est quelqu'un qui est responsable? Et ben, où on va voir s'il est responsable? Dans son limoud. C'est que si c'est quelqu'un qui s'est laissé échouer sur la plage comme une baleine sur la plage du limoud, c'est un problème. Mais si c'est quelqu'un qui est responsable dans son limoud, c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui transpire sur sa gemara, c'est quelqu'un qui veut quelque chose, qui cherche, qui se donne, c'est quelqu'un qui est là, c'est quelqu'un qui est le premier arrivé, qui est le dernier parti. Il y est. Alors il est responsable. Et ça, je pense que par rapport aux gens qui posent ce genre de questions, d'accord, je pense que c'est un instrument de mesure. À partir du moment où on a affaire à un couple, donc d'abord, qui veut cet objectif, et à un mari qui est responsable vis-à-vis de son limoud, alors je pense qu'on est dans une aventure qui est une aventure équilibrée. Cette aventure, vous l'avez dit au début, c'est le choix de madame, c'est un commun accord, on va dire, pour aller travailler dans la mesure où le mari... Bien sûr, je veux dire, même dans nos milieux, finalement, on ne peut pas contraindre aujourd'hui une fille à accepter un mari qui va étudier. Je veux dire, les filles vont épouser. Il y a un chinour, il y a une éducation qui est donnée, mais si elles l'acceptent, c'est parce qu'à un moment donné, elles font ce choix, elles comprennent l'importance. Et pourquoi elles le comprennent? Parce qu'elles ont vu le papa étudier. Parce qu'elles ont vu le papa mouiller sa chemise pour des gmarottes. Elles ont vu le papa aller au côté, prier, pleurer pour comprendre des gmarottes, comprendre des halachot et essayer d'avancer dans ce monde. Elles comprennent cette importance. Et puis, il y a au milieu de tout cela, les gens qui sont ilouis, les gens qui sont vraiment, qui ont un très haut niveau intellectuel et moral et humain. Et là, c'est extraordinaire de voir que la plupart du temps, ces couples sont des couples dans lesquels l'homme et la femme se lancent avec beaucoup de tmimout. C'est pas de naïveté, mais ils sont entiers dans leur choix. Et ils vont aller jusqu'au bout. Donc, je pense que ceux qui posent la question ici gagneraient à ne pas juger. Je crois qu'il faut dire les choses telles quelles. Autre chose qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le monde de la Torah s'est beaucoup développé et que on retourne petit à petit vers une certaine normalité. Rav Shach disait en Lituanie, il y avait les Tomchei Torah, ceux qui soutenaient la Torah, il y avait les Lom des Torah, ceux qui étudiaient, mais tout le monde était Ben Torah. Tout le monde était lié à la Torah. Et petit à petit, on observe aujourd'hui dans les familles un petit peu ce genre de configuration. Alors, je pense que ça atténue quand même le côté dramatique de la question. Jonathan? Prochaine question d'Israël. Comment gérer la différence de niveau de religion dans le couple? Doit-on se soucier à aider le conjoint à progresser ou laisser le conjoint progresser sans notre intervention? Alors, il y a 3 cas de figure. Il y a avant le mariage, ensuite il y a après le mariage, ensuite il y a est-ce que c'est la femme qui est en avant, est-ce que c'est le mari qui est en avant, d'accord? Avant le mariage,
on ne se marie pas avec quelqu'un qui n'est pas du même niveau spirituel que nous. On va dire, c'est une chose à éviter. Maintenant, on s'est connus. On est content. On a envie d'aller ensemble. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas dans lequel la femme est plus avancée que le mari. Là, c'est un cas dans lequel les choses, le couple a une chance d'avancer. On voit que la femme a une capacité à tirer la charrue quand même avec beaucoup de force. Mais dans le cas contraire, où c'est le mari qui est plus avancé que la femme, là, c'est le thérapeute qui parle. Ça, dans une grande majorité des cas, ça se termine mal. Pour plein de raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer maintenant, parce qu'il est 7h10, il y a 20 minutes devant nous, mais je vous renvoie à tous les cours qui sont publiés sur tous les sites, sur tous les intervenants de Shalom Bayit, ils sauront très bien vous expliquer pourquoi la femme a une capacité de résistance quand elle est moins religieuse que son mari a une capacité. Parce qu'elle dit, tu m'as pris comme je suis. C'est moins flagrant chez les hommes. Pour une raison que Rav Zamir Cohen explique très bien dans son livre Les clés de la vie, il dit que le yesod, le fondement de la neshama de l'homme, c'est le chesed. Et le fondement de la neshama de la femme, c'est le din. Il explique pourquoi. Il dit parce que l'homme, il est anguleux, il est rationnel, il a une certaine agressivité. S'il venait pas du chesed, ça serait Adolf Hitler, il casserait tout. Et la femme, elle donne, elle se donne entièrement. Si elle venait du chesed, elle serait détruite. Il faut qu'elle ait le din en elle, il faut qu'elle ait la limite en elle. Et donc, quand la femme n'est pas religieuse et qu'elle est tirée en quelque sorte par le mari, dans la plupart des cas, elle dit, parce qu'elle a le din en elle, elle dit, tu me prends tel que je suis. Tu n'as pas commencé maintenant. Moi, je veux bien aller au mikvé, mais tu n'as pas commencé maintenant avec tout le reste, et puis après, c'est des bagarres interminables. Donc, il vaut mieux éviter ce genre de déséquilibre, il vaut mieux viser la cohérence au départ, mais si tant est qu'on a une aventure dans laquelle il y a une certaine incohérence, il vaut mieux l'incohérence avec une femme qui est beaucoup plus avancée, avec un mari qui l'est un peu moins. En ajoutant encore autre chose, très souvent, il y a une logique d'infirmier et d'infirmière qui va se développer dans ces situations. Il y en a un qui devient un peu le mashgiach de l'autre, le rabbin de l'autre, dangereux, le truc et tout. C'est pas bon dans un couple. Un couple, c'est pas ça. Un couple, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de construction, c'est un lieu d'amour, c'est un lieu de connivence, c'est un lieu de complicité, c'est un lieu de bagarre aussi parfois. Parce que, comme j'ai ici, j'ai les 63 conditions qui font qu'un couple est un bon couple. Alors, la première des conditions. Le Rambam, il en donnait, je crois, 8 ou 10, non? Alors, à Yana, on en a trouvé 63, c'est le professeur Chaquet qui en a vu 4500 couples. Il dit la première condition, c'est que les gens n'ont pas peur des conflits. C'est un bon couple, c'est un couple qui n'a pas peur des conflits. Il n'a pas peur des disputes. Les disputes ne deviennent pas des conflits. D'accord? Donc, il faut savoir que là, ici, on a quand même, avec un facteur de risque important, où les disputes peuvent devenir des conflits. L'expérience a montré, en règle générale, que quand la femme tire la charrue, ça marche. Mais bon, il vaut mieux construire sur des bases quand même un petit peu cohérentes. Question de Rebecca. Bonjour Rav, je sais qu'un enfant ne doit pas se mêler des disputes entre parents, mais des fois, je ne peux pas faire face à la violence physique ou verbale. Comment rester neutre sans rien dire? Parfois, je regrette de réagir, mais c'est instinctif. Il faut se tourner vers les parents, ici, et il faut qu'il y ait une tierce personne qui se tourne vers les parents si ça n'a pas été fait, et qui leur explique les dégâts qu'ils sont en train de causer et la souffrance qu'ils sont en train de causer chez leurs enfants. Je crois que c'est ce que vous pouvez faire. Demandez à une troisième personne qui a une influence sur les parents, de parler aux parents et de bien leur expliquer les dégâts qu'ils sont en train de faire et pousser les parents vers la thérapie de couple pour qu'ils résolvent leurs conflits. En tout cas, il faut faire intervenir une troisième personne, peut-être de cette manière. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut savoir que la mitzvah de Kibboud Avem, la mitzvah de respecter les parents, elle repose sur la karatatov, c'est-à-dire sur la reconnaissance qu'on a vis-à-vis des parents. Il y avait une psychanalyste française qui s'appelait Françoise Dolto, et qui recueillait parfois des filles dont les mamans étaient des prostituées. Et elle leur disait, tu sais, ta maman, elle a quand même eu suffisamment d'amour pour toi pour te laisser en vie. Elle n'a pas avorté. Et sur cette base-là, elle tissait le fil de la construction de cette âme déchirée, et elle arrivait à trouver une voie pour que ces filles puissent se faire. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que quelqu'un, c'est pas une juive, pas de Torah, mais elle a compris que fondamentalement le ressort de la relation entre le parent et l'enfant, c'est que l'enfant il doit avoir conscience que le parent lui a donné quelque chose. Et ça c'est fondamental. Si j'ai développé la karatatov, c'est-à-dire si j'ai développé cette conscience que j'ai reçu la vie de mes parents, et que la Torah me dit, parce que tu as reçu la vie de tes parents, le respect des parents, il est dans la colonne des relations avec Hachem, pas dans la colonne des relations avec l'autre. Parce que c'est un intermédiaire. Il y a la relation avec Hachem, la relation avec l'autre. La relation avec les parents, c'est à la fois Hachem et l'autre. Donc c'est une relation très spéciale. Elle est intouchable. Donc, se mêler, ça va supposer simplement de dire, écoutez, vous vous disputez, je ne peux pas arbitrer vos discussions, mais vous me faites mal quand vous faites ça devant moi. Tel que vous le faites, vous me faites mal. J'ai mal à vos disputes.
je vous respecte, je vous aime, et parce que je vous aime, je vous demande au moins de ne pas faire ça devant moi. Ça, c'est une intervention louable. Ça, c'est une intervention qui est permise par la halakha. Plus que ça devient problématique. Si vous devenez éducatrice, mashgar, rabbin, ou juge, ou arbitre, ou vous levez le ton vous aussi, vous avez perdu la partie. Donc je vous dis, les deux bornes ici, un, faire intervenir votre personne, et deuxièmement, avoir bien conscience du fait que vos parents vous ont donné la vie, et que vous pouvez vous adresser à eux en leur disant que vous ne voulez pas de cette souffrance-là. Ça, c'est permis. Jonathan, il y a un thème qu'on n'a pas encore abordé, je voulais savoir si tu as reçu une question sur ce thème-là, le thème des beaux-parents. Non. Pas de question encore. Pas de question encore. Par contre, une question, une dame nous demande, Noémie, mon mari me contredit tout le temps, que dois-je faire? Si c'est devant les enfants, c'est utile, non pas devant les enfants, mais tranquillement, dans la chambre conjugale, une fois que tout le monde dort, une fois que la porte est fermée, une fois qu'on peut parler à voix basse, tranquillement, lui faire savoir qu'il vaudrait mieux que ça ne se fasse pas devant les enfants. Si maintenant ça ne se fait pas devant les enfants, ce dont je doute, on va partir de ce point de vue-là, et que vous avez constamment des conflits, alors essayez de vous poser une question simple. Je vous renvoie à la question. Est-ce que dans vos formulations, il n'y a pas quelque chose qui invite à la contradiction? Est-ce que dans votre comportement, il n'y a pas quelque chose qui invite au conflit? Pourquoi je vous dis ça? Ah, vous l'avez rendu responsable. Parce que la posture victimaire, c'est une posture qui fonctionne comme ce qu'on appelle les causes circulaires. Quand je suis victime, je dis, il a fait ça, donc maintenant il se passe ça. Et donc moi je réagis comme ça. Il faut savoir une chose, c'est qu'en réagissant comme vous réagissez, vous enclenchez à nouveau, vous êtes à nouveau la cause, vous n'êtes pas la conséquence. Quand les gens disent je suis victime, ils disent je suis la conséquence. Mais leur comportement devient ensuite la cause de quelque chose. C'est ce qu'on appelle les causes circulaires. D'accord. Mais cette dame peut très bien aussi décrire une réalité, comme quoi son mari l'a contredit. Oui, monsieur. Sans passer pour la victime. Mais en tout cas, essayez de réfléchir. Essayez de réfléchir à ça. Parce que vous savez, dans les conflits, la première chose qu'il faut essayer d'absorber, c'est essayer de comprendre pourquoi je suis dans ce conflit. Pourquoi je ne suis pas comprise? Pourquoi je suis combattue? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe chez moi qui... Vous comprenez? Et vous allez découvrir qu'il y a peut-être d'autres manières de communiquer avec votre mari. Ça ne vous dispense pas du tout de faire ce que j'ai dit dans un premier temps. Tranquillement, prendre le temps de discuter avec lui et de lui dire « J'aimerais savoir pourquoi tu me contredis systématiquement et j'aimerais bien que ça cesse, que tu me contredis systématiquement et finalement tu ne me respectes pas, tu ne respectes pas mon point de vue. » Vous exprimez ici votre opposition à son attitude. Mais je vous garantis qu'immanquablement, il va vous dire « Mais tu sais pourquoi je m'oppose à toi ?» Parce que voilà, et hop, il va vous renvoyer à vous-même. Donc, afin de vous éviter de perdre du temps et de l'énergie, avant de lui poser la question, je vous invite à réfléchir sur vous-même. Et j'invite chacun d'entre nous, en fait, à réfléchir sur lui-même quand il rencontre une opposition. Par exemple, quand vous dites à table, c'est une chose. Mais si vous dites le repas est prêt, vous êtes invité à passer à table. Il y a deux choses différentes. D'accord? Dans un cas, vous pouvez susciter complètement une opposition. Dans l'autre cas, vous pouvez susciter un contentement. La même chose quand on va endormir les enfants. Comment on aménage les choses? La même chose avec le mari. Quand on lui dit, tu sais, toi, tu es comme ça. Alors, on entraîne une opposition. Alors, je dis simplement que, effectivement, vous pouvez argumenter vis-à-vis de votre mari, mais commencez d'abord par vous poser la question vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce qui, dans votre mode de communication, fait que vous suscitez des oppositions? Essayez de voir si, par exemple, dans votre entourage, vous ne suscitez pas souvent des oppositions. Essayez d'y réfléchir, essayez de voir si, chez vos enfants, vos amis, il n'y a pas des gens comme ça qui souvent s'opposent à vous. Et si c'est le cas, ce serait une indication, par exemple, sur le fait qu'il y a en vous quelque chose, dans votre manière de dire les choses, qui invite un peu à ce conflit. Je sens que Jonathan a une très bonne question, je vois dans son sourire. Non, oui, c'était des bonnes questions, c'est sûr que c'était des bonnes questions, mais rien de spécial. Alors, prochaine question. Comment cela se fait-il qu'il soit très important de complimenter sa femme sur sa beauté, sachant qu'il est marqué dans les Shetraïl, Evel Ayofi, la beauté physique et vanité? Alors, il faut savoir que le Midrash, et Rav Zamir Cohen le cite dans Les Clés de la vie, je recommande vraiment ce livre, je l'ai traduit, c'est un livre que j'avais traduit, il explique ça. Il y a un Midrash là-bas qui explique pourquoi. Il dit, Evel Ayofi, d'accord? Donc, je ne sais plus pas souvent d'être. Sheker Achen, voilà. Sheker Achen, le Chen, donc le gras, c'est un mensonge. Evel Ayofi, c'est une vanité de la beauté. Isha Yirat Hashem, la femme qui craint Dieu sera louangée. Sur quoi? Sur sa crainte de Dieu? Non, sur sa beauté. C'est-à-dire que fondamentalement, ce sur quoi la femme va devoir être complimentée, c'est sur sa beauté. Et effectivement, le mari doit adresser des compliments à sa femme sur sa beauté. Pourquoi?
Tout simplement parce que la femme, elle fait énormément d'efforts dans ses vêtements, l'achat des vêtements, l'achat des bijoux, dans le maquillage, dans les régimes qu'elle fait, dans ce qu'elle prépare à manger, pour plaire à son mari. Une femme mariée veut plaire à son mari. Elle veut l'attirer. Elle veut lui signifier qu'elle veut avoir une relation intense avec lui. Et donc, un des points par lesquels ça passe, c'est effectivement de la complimenter en permanence par un flux continu de compliments sur son visage, sur son habillement, sur ses choix, sur ses goûts et autres, etc., pour lui donner beaucoup de confiance en elle-même et beaucoup de confiance instinctive dans le couple. Et la raison numéro 1 pour laquelle il faut que ces compliments fonctionnent en flux permanent, c'est tout simplement parce que ça développe ce qu'on a dit au début de l'émission ici, la confiance instinctive. Mon mari m'aime. Je sais que mon mari m'aime. Et ça ne veut pas dire que la femme ne va pas chercher à le vérifier. Elle va chercher à le vérifier très souvent. Mais elle a cette confiance-là. Mon mari m'aime. C'est pour ça qu'il faut le faire. Prochaine question. Prochaine question. Mon mari n'éprouve aucun sentiment et ne comprend pas les peines qu'il me fait parfois. Et cela m'attriste beaucoup, sachant que ce n'est pas dans mon éducation. Comment pourrais-je l'aider à corriger cela? Vous avez compris? Mon mari n'éprouve aucun sentiment. Ouais. Mon mari éprouve 1000 sentiments. Là, il dit non. Oui. Aucun sentiment parce qu'il me fait beaucoup de peine. Non, mais il éprouve beaucoup de sentiments. Mais ce sont des sentiments peut-être de frustration, de colère. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de tension et qui a du mal à exprimer son affection pour sa femme. Il a du mal, ce qui est typiquement masculin. Alors justement, est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'un couple peut vivre, peut survivre, peut vivre sans mots affectifs, sans affection, sans compliments? C'est du je t'aime moi non plus. Bah oui, bah, tout se passe bien, on est là, si jamais il y avait un problème, je te l'aurais dit. Le compliment n'est pas un luxe. Le compliment, ça fait partie de Ve'afta l'erecha kamocha. De la même manière que nous, on veut en recevoir, on doit en donner. D'accord? Alors, finalement, dans les couples, il y a deux écoles. Il y a les gens qui fonctionnent avec l'école de la vie. L'école de la vie, elle est que si j'investis, je vais recevoir. Il y a l'école de la famille, c'est l'école de Ronikut Bara. Ça veut dire, je ne vais pas trop investir, mais j'en recevrai énormément. Alors, les gens qui se marient, il y a des gens qui veulent répéter dans le mariage l'école de la famille, donc ils ne veulent pas investir, et évidemment, ils s'imaginent qu'ils vont recevoir. Et il y a des gens qui sont lucides et qui comprennent qu'il faut investir pour recevoir. Il faut savoir que le complément, c'est pas un luxe, le complément, c'est le moteur, c'est l'essence qui fait que le couple tourne. Mais des fois, les gens n'ont pas le compliment facile, c'est leur nature. Oui, bien sûr, mais c'est une nature qu'il faut combattre. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut combattre. Effectivement, les maris font moins de compliments que les femmes. Les maris expriment moins les sentiments. Pour aller sur la question ici qui a été posée, d'accord? Le mari ici, il a des sentiments. Mais il a une attitude typiquement masculine qui a une difficulté à exprimer ses sentiments. Ça, on va dire, c'est un premier écueil, on va dire, presque syndical. C'est quelque chose qui existe chez tous les hommes. Une difficulté, en tout cas, ils n'expriment pas les sentiments de la même manière que la madame. Mais il y a aussi autre chose ici. Il y a un supplément qui est lié au couple lui-même, qui est très intéressant qu'on voit surgir dans la thérapie. C'est-à-dire qu'il y a des principes généraux, il y a des principes généraux du couple, mais il y a des principes qui sont liés au couple lui-même. Là, ici, on est typiquement dans cette architecture. Il y a l'architecture masculine, où on a des difficultés à dire les choses, mais il y a l'architecture du couple, là, on ne sait pas parce qu'on ne les connaît pas, où il y a une raison pour laquelle le mari il a du mal à dire des choses à sa femme. Et il y a une raison, et la femme, elle a raison d'exiger. Alors, pourquoi ils ne se rencontrent pas? Ça, je ne peux pas y répondre, parce que moi, je ne les connais pas. Je ne peux pas dire pourquoi, mais je peux dire une chose, c'est qu'elles sont tenues de fabriquer cette rencontre, et qu'effectivement, la femme, elle peut susciter des compliments de son mari. Alors, comment est-ce que la femme peut obtenir ces compliments, auxquels elle a le droit? Si elle fait beaucoup de compliments à son mari, si elle s'adresse à lui avec respect, elle peut susciter avec le temps cette idée que lui aussi doit complimenter, que lui aussi, elle va pouvoir aussi lui en demander. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je donne ce que je demande, je suis plus fondé à le demander. Mais encore une fois, je vais mettre ici des guillemets, parce que, en général, après ce genre de questions, quand on dit ce genre de choses, les gens disent oui mais. Donc j'ai simplement ici indiqué, on va dire, un cadre général, mais si j'avais le couple devant moi, je rentrerais de manière très, très aiguë, très aiguë, j'irais jusqu'au bout pour essayer de comprendre comment a fonctionné la communication dans ce couple depuis une quinzaine ou une dizaine d'années, parce que c'est une affaire ancienne, cette histoire. Jonathan? Prochaine question d'Avis. Ma mère, c'est une question, je crois que tu as suscité des questions, Manu. Ma mère contredit ma femme devant moi. Comment bien réagir? Ma mère contredit ma femme. Ouais. Devant moi. Devant moi. Je défends ma femme.
Je défends ma femme. Devant parce la mère, que malgré le fait que ça peut en... Non, j'ai pas dit, je vais rentrer en conflit avec ma mère, mais je défends ma femme. Pourquoi? Ici, il faut expliquer une chose. Le premier, parce que quand on veut comprendre quelque chose, un individu, un lieu ou autre, etc., il faut regarder la première fois où ça apparaît dans la Torah. La première fois où on a parlé de la relation entre l'homme et la femme dans la Torah, on a dit Alken Yaazov Ishatavi Vetimo Vedava Vishto Vayul Basar Echad. L'homme, il va abandonner son papa et sa maman, il va se coller à sa femme, ils vont avoir un enfant, ils vont faire un Basar Echad. Pourquoi est-ce qu'on a dit que le mari doit abandonner son papa et sa maman? Il a la mitzvah de Kibboud Avaim. La femme, elle n'a plus de mitzvah de Kibboud Avaim une fois qu'elle est mariée. Elle a commis des rabbanan. Alors que l'homme, il garde sa mitzvah de Kibboud Avaim. Mais la Torah lui dit, mon cher ami, quand tu te maries, tu dois être suffisamment autonome sur le plan psycho-affectif, ce qu'on appelle avoir coupé le cordon ombilical. Tu dois avoir suffisamment d'autonomie sur le plan psycho-affectif pour savoir que tu prends en charge une femme et des enfants. Sur le plan affectif, tu vas devenir maintenant un phare, un guide, tu vas devenir un chef de famille. Donc tu dois avoir une autonomie, comme tous les chefs de famille, tu dois être une personnalité construite, ou en tout cas une personnalité consciente de ses défauts et de ses qualités qui se travaille. Tu dois avoir ça. Donc maintenant, quand les parents s'immiscent dans le couple de cette manière-là, et qu'ils risquent de mettre la femme en défaut face au mari, le mari doit d'abord prendre la défense de sa femme. C'est la Torah qui le lui dit. Parce que l'homme, il va d'abord s'éloigner, il va d'abord être construit par rapport à son passé. Donc il défend sa femme. Maintenant, il va falloir le faire avec tact, il va falloir le faire avec diplomatie, il va falloir le faire avec beaucoup de doigté. Donc il va falloir essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre la fille et la belle-mère. Et là, on va découvrir, par exemple, un conflit qui est classique. C'est que la maman, elle a quand même une certaine difficulté à imaginer que son fils, finalement, est pris en charge par une autre femme. C'est quelque chose qui existe chez toutes les mamans, y compris chez la femme de ce monsieur qui a des enfants et qui, elle aussi, devra expérimenter cette relation. Et vient ici un premier conseil qu'on peut donner. Respirez très fort parce que vous aussi, un jour, vous serez une belle-mère. Donc, rappelez-vous bien que la roue tourne et que, encore une fois, si vous savez gérer ce conflit avec douceur, vous allez dans le sens du shalom, dans le sens de l'apaisement, Hachem, il vous rétribuera. Il vous permettra à votre tour de bien comprendre comment ça fonctionne avec les gendres et avec les belles filles, parce que la roue tourne. Dernière question du live. Comment garder mon shalom baït malgré la fatigue de ma grossesse? C'est pas contradictoire. La fatigue. Avec les hormones. Les hormones, la fatigue, on comprend. C'est peut-être après l'accouchement. Bon, la fatigue, c'est un facteur qui joue sur le nerf. C'est long. C'est-à-dire que la femme, quand elle est fatiguée, d'abord, elle est beaucoup sur elle-même. Elle a du mal à se donner à son mari. Elle a du mal à avoir une relation, parce qu'elle est sur elle-même. Là, c'est le mari ici qui doit être vraiment le chevalier. Il doit prendre en charge son épouse. Là, il doit le comprendre. Le phénomène s'accentue après s'accentue après. Là, ici, comment le garder? Il faut faire comprendre à son mari, lui expliquer, j'ai besoin de toi. Tu es mon chevalier, tu es mon épaule, j'ai besoin de toi. En sachant qu'il est parfaitement possible que cette exigence le fragilise un peu, parce que d'un coup, il se retrouve face à une hyper-responsabilisation. Et souvent, dans la thérapie, pas longtemps encore d'ailleurs, j'ai observé ce phénomène où une femme peut dire, vous savez, moi, j'avais besoin de lui, à ce moment-là, il a été un peu fragile. Et le mari dit, c'est vrai, j'ai le droit d'être fragile, mais quand même, j'ai été là. Quand le couple fonctionne, ils arrivent très vite à retomber sur leurs pieds. Mais le principe ici, il est de dire au mari, tu es mon chevalier, je suis sur ton cheval blanc, et tu m'emmènes, j'ai besoin de toi. Je crois que c'est le principe fondamental. Encore une dernière question, Jonathan. Qu'on vient de nous poser la question de Bernard. Bonsoir Rav. Comment expliquez-vous l'épidémie de divorce qui touche les couples religieux? Alors on en a parlé au début de l'émission, on l'a évoqué, mais disons que pour les mêmes raisons, mais dans des proportions moindres que ce qui existe dans les couples non religieux, c'est tout simplement parce que engagement et patience sont devenus des gros mots. Alors ça touche un peu moins dans le public religieux, mais ça touche quand même beaucoup par rapport à ce qu'il y avait avant, il y a encore une dizaine d'années, parce que les notions d'engagement et de responsabilité ont été galvaudées, elles sont moins comprises. Et d'un autre côté, dans les couples non religieux, là aussi, elles ont été quasiment bafouées. L'engagement et la patience, c'est les deux piliers du couple du Shalom Bayit. Plus les facteurs externes qu'on a évoqués, les téléphones, etc. etc. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Rav Bitton, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle à nos auditeurs que le Rav Bitton consulte en tant que thérapeute du couple et qu'il a été donc formé par l'Institut Yanar, qui est animé par le Rav Simcha Cohen. Je rappelle aussi que le Rav Bitton sera à Paris du 17 au 22 juin, accompagné du Rav Vertenschlag que vous connaissez sur Torah Box, et du 24 au 26 juin en compagnie de Jérémy Bérébi que vous connaissez aussi très bien. Et vous êtes donc invité
à les inviter chez vous pour une conférence, pour un cours de Torah au sein de votre foyer. Alors, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec un invité qui va nous venir de loin, puisqu'il s'agit du Rav Kremizi, qui nous vient de Montréal, le Dayan à Montréal, qui sera donc venu exceptionnellement pour Torah Box et qui répondra à toutes vos questions la semaine prochaine, dimanche soir. Notez-le bien, comme tous les dimanches soirs, à 17h heure française, sur Torah Box. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Kol Tov.